Pourtant d'habitude, ce n'est pas mon genre d'avoir peur pour des histoires de fantômes et autres extraterrestres à la con. Mais putain, depuis 4 jours je me chie dessus comme un porc, et je n'arrive pas à rationaliser. Il y a 4 jours donc, je reçois un mail d'un pote avec un fichier joint. C'est un fichier nommé, je cite, lifeIsObvious.gif. Un fichier GIF donc. L'envoyeur m'avait écrit qu'il fallait que je le regarde au plus vite et que ça m'intéresserait beaucoup. Et il a fini en disant que je ferais mieux de garder ça pour moi. Malgré le format et le fait que ce soit un fichier joint, je m'attendais à un screamer. J'ai donc ouvert le truc avec un son coupé et pas mal d'appréhension. Et en fait non, ce n'était pas un screamer du tout. En fait, c'était un GIF assez étrange qui met du temps à démarrer. Une sorte de défilement d'images avec des mots ou des phrases en chinois ou japonais, je ne sais pas. Et surtout, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Après l'avoir vu, j'ai directement senti que je n'aurais pas dû voir ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme instinctif. J'ai su que là, j'avais merdé. Du coup, je n'ai même pas revu le GIF, qui pourtant n'est pas spécialement effrayant. Je n'ai pas pris soin d'analyser ce qu'il montrait. J'ai juste eu peur. Par contre, j'ai retenu une chose. C'est un putain de visage informe, le genre ultra malsain. Je ne sais pas comment vous décrire le truc. Bon, quoi qu'il en soit, très vite, j'ai eu des sensations bizarres. Dans la journée, je me suis senti comme constamment observé. J'étais mal à l'aise et je me sentais mal. Je suis allé à mes cours de début d'après-midi, et même accompagné d'autres personnes, je me sentais toujours aussi mal et épié. Moi, qui croyais qu'être entouré changerait les choses, absolument pas. C'est devenu de pire en pire au fil de la journée. Et c'est en amphi que tout a commencé à s'accélérer. En fait, j'ai cru apercevoir cet étrange visage du coin de l'œil, à la place du visage d'une de mes amies. J'ai sursauté, et en me tournant vers elle, il n'y avait bien entendu rien du tout. Juste sa vieille face de trolleuse professionnelle. Enfin, elle est archi belle, mais c'est un vrai troll. Puis, ça a commencé à me le faire avec d'autres personnes au fil de la journée. Toujours du coin de l'œil, toujours rien en me retournant. Ça pouvait être à la fac, comme dans le métro, ou dans la rue en rentrant chez moi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, de ne pas se sentir en sécurité quand il y a du monde, alors que la foule est supposée nous protéger dans ce genre de situation. Le soir, angoissé comme pas possible, j'ai eu peur toute la soirée, mais rien de spécial ne s'est passé. J'ai réussi à m'endormir en me disant que je divaguais et que j'étais fatigué. Mais la nuit, j'ai été réveillé par des bruits sourds qui venaient du plafond. Comme si quelqu'un mettait des coups de tête dans le sol chez les voisins du dessus. Un bruit sourd et répété quoi. Au début, je me suis chié dessus, j'étais à moitié endormi. Et puis, ça a fini par me réveiller bien comme il fallait. Et là, j'ai plus eu les nerfs qu'autre chose. Je suis monté à l'étage du dessus et j'ai sonné chez mon charmant voisin. Un jeune étudiant comme moi, qui donne l'impression d'être très mou et qui n'a pas franchement l'air de glander quelque chose. Enfin bref. Il était plus de 3h du matin et il a mis du temps à ouvrir la porte. Je lui ai demandé d'où venait ce bruit et il m'a affirmé que rien ne venait de chez lui, sinon il l'aurait entendu. Il a eu du mal à me convaincre, mais j'ai fini par le croire et je suis rentré chez moi. Arrivé chez moi, les bruits étaient encore audibles, mais effectivement devant chez lui, je n'entendais rien du tout. Je suis remonté, j'ai sonné à nouveau, il a gueulé derrière sa porte, et j'avoue que je me suis un peu énervé. De fil en aiguille, je lui ai dit de venir à ma porte écouter le bruit, pour qu'il voie que ça ne pouvait venir que de chez lui. Il est donc venu, et effectivement, lui aussi a entendu ce putain de bruit. Il est même monté chez moi, et on a cherché ensemble d'où ça pouvait venir. Il avait peur que ce soit l'une de ses canalisations qui soit en train de péter ou un truc du genre. Et là, gros moment de flip. Du coin de l'œil, j'ai encore une fois cru voir ce putain de visage à la place du sien. J'ai poussé un vieux cri. Finalement, il était crevé et il est remonté chez lui. Moi, je suis retourné me coucher avec ces putains de bruits sourds. J'ai dû prendre un somnifère pour m'endormir, c'est dire. Du coup, je me suis réveillé à la bourre le lendemain, etc., etc. Journée de cours, j'ai encore de temps en temps l'impression de voir ce visage sur les gens, je suis stressé pendant une journée entière, encore une fois. Le soir arrive, et encore une fois, c'est tard dans la nuit, ces bruits recommencent. J'essaye de dormir, j'y arrive à peu près. Mais putain, cette nuit-là, j'ai été réveillé parce que j'ai eu l'impression qu'on me chuchotait à l'oreille. J'ai vraiment ultra flippé. J'étais dans un stress total.
J'avais ressenti le souffle dans mon oreille, et c'était comme une putain de voix grave, profonde, comme distante et étouffée par une paroi épaisse. Je n'ai rien entendu de distinct du coup. Sur le coup, j'ai cru que c'était un rêve semi-éveillé, somnifère, et dodo comme la veille. Le jour suivant, la journée a été pire. J'étais épuisé et j'avais encore plus souvent l'impression de voir ce visage à la con. Même dans mon propre reflet, quoi. Le soir, encore les bruits. Cette fois, je suis retourné chez le voisin. Il a ouvert très vite, et à peine la porte de chez lui ouverte, j'ai tout de suite entendu les mêmes bruits que chez moi. Il avait l'air inquiet, et il m'a demandé d'entrer chez lui. Le truc étonnant, c'est que les bruits de chez lui venaient aussi du plafond, et non du sol qui donne sur mon propre plafond. On est descendu chez moi, le bruit était là aussi, au plafond. On n'a pas compris comment ça pouvait fonctionner. On s'est mis à parler, et je lui ai dit depuis quand ça avait commencé. Je lui ai aussi dit que j'étais mal ces derniers jours, et que j'avais comme des hallucinations. Là, il s'est figé. Puis, il a continué, et m'a dit que lui aussi. Il m'a demandé quoi, et quand je lui ai expliqué pour le visage, il a eu l'air encore plus effrayé. Il m'a décrit grosso modo la même chose. Bien entendu, j'ai été hyper surpris, et je lui ai demandé s'il avait reçu un gif étrange, et s'il l'avait vu. Il a été catégorique, il m'a dit que non. Apparemment, pour lui, ça a commencé le jour qui a suivi la première fois où j'ai été sonné à sa porte et où il est venu chez moi. Mais il n'a vraiment aucune idée de ce que peut être ce gif. Il n'en a jamais entendu parler. Bref, on est sorti devant l'immeuble pour discuter longuement, mais on a abouti à rien du tout. Lui, il pense qu'on devient fou pour une raison ou pour une autre. Mais moi, je pense qu'il y a un truc plus concret derrière tout ça. Mais peu importe. On a fini par rentrer chez nous et par dormir. La nuit a été horrible. J'ai été réveillé plusieurs fois par cette voix et par ce souffle dans l'oreille, sans parler des bruits de coups du plafond. On en arrive enfin à hier. J'ai envoyé tôt le matin un SMS au pote qui m'avait envoyé ça, mais aucune réponse pendant toute la journée. Je n'ai pas eu envie de voir du monde, donc je suis resté chez moi à faire des recherches sur ce que ce gif pouvait être. Mais personne ne semble en avoir entendu parler. Le soir, enfin hier soir quoi, j'ai enfin reçu une réponse de mon pote. Tout ce qu'il a trouvé à dire, lol. Ouais, c'est tout. Du coup, je lui ai répondu, et j'ai insisté pour qu'il m'explique ce que c'est et où il avait trouvé ça. Mais plus aucune nouvelle depuis. J'ai même demandé à d'autres potes s'ils répondaient à leurs messages, et ils m'ont tous dit qu'il avait répondu lol à leur dernier message, puis qu'il n'avait plus répondu. Quel connard, quoi. Je ne sais pas ce qu'il trame, mais c'est une enflure. D'autant plus que je suis le seul à avoir reçu son petit cadeau. Je m'en souviendrai en tout cas. Bien sûr, la nuit dernière a été tout aussi affreuse que les autres. Je suis allé sonner chez le voisin parce que j'avais peur de dormir et que ces putains de bruits étaient de plus en plus insupportables. Malheureusement, il n'a pas répondu. Je pense qu'il n'était pas chez lui. Il doit avoir peur de son appartement maintenant, je le comprends. Enfin voilà, j'en suis là. Je vais encore passer une nuit de merde. Je ne suis pas sorti donc je n'ai vu aucun visage glauque, mais je suis quand même super mal et j'ai encore cette sensation d'être épié. J'ai l'impression de devenir fou et je ne trouve grosso modo rien du tout qui m'aide sur le net. Je ne sais pas d'où vient ce gif que m'a envoyé mon pote, mais je suis absolument certain que c'est à cause de ce truc. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est dû à ça, c'est clair et net. Et à vrai dire, je ne crois toujours pas aux fantômes ou aux démons, même avec tout ça. Mais je ne comprends pas comment un gif peut amener à ça. Et surtout, comment ça a pu se transmettre au voisin qui n'a jamais vu ce gif. Il est simplement venu chez moi, quoi. Je suis assez perdu là, très franchement. J'ai beau taper lifeisobvious.gif, je ne trouve rien. J'ai pourtant cherché en plusieurs langues. D'ailleurs, j'ai effacé le gif de mon bureau, mais j'ai encore le mail. La nuit dernière a été particulièrement merdique. Enfin, il ne s'est rien passé de pire que la nuit précédente, mais j'ai eu une petite visite. Après avoir posté le topic sur les deux forums et être resté un peu dessus, j'ai regardé des films pour me détendre. Parce que c'était bien sympa de pouvoir parler de tout ça avec des gens, mais ça ne m'aide pas franchement à me sortir de tout ça de la tête. Je me suis ensuite couché, et comme d'habitude, les bruits ont recommencé. J'appréhendais déjà de m'endormir parce que je savais que j'allais encore entendre une voix étouffée et sentir un souffle sur mon oreille qui me réveillerait. Coup de chance, ce sont des coups sur ma porte d'entrée qui m'ont réveillé en pleine nuit. Pendant 2 secondes, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était la source des bruits du plafond qui s'était déplacée jusqu'à ma porte. Bon, j'ai vite repris mes esprits et je suis allé voir ce que c'était. Il était plus de 2 heures du matin, donc j'étais quand même méfiant et j'ai vérifié par le judoc qui tapa à ma porte.
j'ai juste vu une fille, mais je n'arrivais pas à distinguer qui c'était. J'ai ouvert la porte, la voisine du dessous. Une jeune fille qui ne doit pas avoir plus de 24-25 ans. J'avais la tête dans le cul et je ne comprenais pas bien ce qu'elle foutait là à une heure pareille. J'allais lui demander ce qu'elle voulait, mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qu'elle me dit limite en gueulant d'arrêter mon boucan. Toujours la tête dans le cul, je lui demande de quoi elle parle. Je me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Et elle m'a dit en gros qu'il fallait que j'arrête de frapper sur le sol parce que ça faisait un bruit insupportable chez elle depuis des heures. Là, j'ai eu un petit rictus, je l'admets. J'étais fier de savoir d'office ce que c'était. On est fier de ce qu'on peut, hein. Je n'ai pas trop su comment entamer mon explication parce que ça paraissait étrange tout ça. Je lui ai dit d'abord de tendre l'oreille, elle a entendu le bruit chez moi. Elle m'a demandé d'où ça venait, forcément, et je lui ai expliqué que ça venait de mon plafond, que ce n'était pas moi qui cognais le sol ou un truc du genre. À ce moment-là, elle a tiré une tronche étrange, genre gros bug. Je l'ai même fait entrer, elle aussi, pour qu'elle constate d'elle-même. Elle ne comprenait, bien entendu, pas d'où ça pouvait venir. Puis, je l'ai mise au parfum, en lui expliquant que le voisin du dessus avait le même problème, et que ça venait aussi de son plafond. Perplexité totale chez la jeune demoiselle. Bien sûr, j'ai essayé d'approfondir le truc, et je lui ai demandé quand est-ce que ça avait commencé. Elle m'a répondu que c'était la première fois que ça faisait ça chez elle. Mais, oui, il y a un mais ce n'était pas la première fois qu'elle l'entendait. Et oui, en fait, samedi soir, elle était rentrée très tard chez elle, et elle était passée comme toujours devant ma porte pour descendre jusqu'à son étage. J'habite au rez-de-chaussée, elle au rez-de-jardin. En passant devant ma porte, et comme l'immeuble était vide à cette heure-là, elle a entendu le bruit à travers ma porte. Elle m'a même dit s'être arrêtée très rapidement pour écouter à la porte. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle l'a fait. Elle n'était pas du tout gênée de me dire ça. Puis, elle est apparemment descendue chez elle, et tout s'est bien passé. Ce n'est que la nuit d'après, la nuit dernière quoi, qu'elle a commencé à entendre les bruits chez elle. Après m'avoir expliqué tout ça, on a blablaté sur des choses de merde, j'en ai profité pour lui demander si elle n'avait pas reçu un mail avec un gif étrange, il y a pas longtemps, ou si elle ne l'avait pas vu ailleurs. Et la réponse. Et non, elle n'a rien vu. Je me suis ensuite excusé de ne rien pouvoir faire pour son problème, puis elle est redescendue chez elle. Le reste de ma nuit, réveillé par la sensation de souffle sur mon oreille et par la voix grave et étouffée, comme prévu. Gros stress, du mal à me rendormir. Aujourd'hui en cours, toujours l'impression du coin de l'œil de voir cette face affreuse à la place de celle des gens. Rien n'a changé. J'ai bombardé de SMS le type qui m'a envoyé ça, mais aucune réponse. J'ai même demandé à un autre pote qui habite vers chez lui s'il pouvait passer le voir. Mais il m'a dit d'aller me faire foutre et qu'il n'avait pas que ça à faire. Génial. Bon. Alors, en dehors de ma peur constante, je retiens quoi de ces dernières 24 heures? Que la voisine du dessous commence à entendre les mêmes bruits sans avoir vu le gif et sans avoir mis les pieds chez moi. Le seul lien qu'elle a eu avec tout ça, c'est qu'elle a entendu les bruits à travers ma porte. Elle n'a donc pu recevoir aucun message subliminal venant d'un gif, ni aucun venant de moi ou du voisin du dessus. Le seul et unique lien, c'est le bruit. J'en déduis que ce bruit n'est pas juste dans ma tête, et que le branleur du dessus ne s'est pas mis à l'entendre juste parce qu'il m'a rencontré et que je lui aurais transmis un truc subliminal involontairement par mon comportement. Une personne sans rapport avec tout ça a pu l'entendre à travers ma porte, et depuis, ça a commencé chez elle. Là, j'avoue que je patine encore plus, et je ne sais vraiment pas vers quoi me diriger pour faire des recherches. Oh, j'oubliais. Je n'ai moi-même pas abordé le sujet, mais elle ne m'a pas parlé du visage qu'elle verrait du coin de l'œil. Peut-être qu'elle ne voit encore rien, ou peut-être qu'elle voit des trucs mais qu'elle n'a pas fait le lien, et qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'en parler. Je ne sais pas trop quoi penser de ça non plus. Elle avait l'air très fatiguée mais pas apeurée, donc bon. Ça s'arrête là. Salut, je m'appelle Benjamin. J'ai 20 ans, j'habite dans une petite ville de la Picardie. Je vivais en colocation avec mon meilleur ami, Mathieu, ou Matt pour les intimes, depuis 6 mois. Nous avons tous les deux le même âge, et comme la plupart des jeunes hommes de notre âge, nous avons une petite amie. La mienne habite à quelques pas de chez moi. Je vais la voir très souvent. Mais la sienne... Matt a rencontré sa copine sur internet. Personnellement, je n'ai jamais cru aux relations à distance, et je n'y crois toujours pas. Maintenant, je n'y crois plus du tout. Il est parti il y a 1 mois dans sa ville, un village au nom bizarre, la Lys d'Orion. Bon évidemment, qui n'est jamais tombé sur un de ces patelins, avec des noms qui sortent de l'ordinaire. Mais depuis son départ, je n'ai plus de nouvelles directes, aucun coup de fil, même pas un SMS. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus louche.
Mathieu a laissé des infos de lui à la Lys sur son blog. Voici ce que j'ai trouvé. Je viens d'arriver à la Lys. J'avoue être excité de la voir. Le village est plutôt bien. On y trouve des commerces de proximité et il y a un bâtiment d'archives près de la mairie, ainsi qu'une bibliothèque. Pour un village de campagne, je m'attendais à quelque chose de plus rural. Je vais chez elle. Je vais rencontrer Marina. Le message qui suit a été posté 1 heure après. C'est quoi ce Beans? J'arrive et elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? En plus, j'ai regardé le journal de la région et je vois écrit qu'il y a eu des cas de mort étranges. Il semblerait que les victimes aient été attaquées par des insectes ou des arachnides. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ça m'inquiète. Rena, si tu es là, essaie de me laisser un message dans les commentaires s'il te plaît. Je t'aime bébé. Le soir même, ma copine a reçu des nouvelles de Rena sur Instagram. Elle m'a dit que Rena lui avait juste envoyé un fichier et s'est déconnectée. Elle n'a pas compris. C'était un fichier WAV et elle l'a écouté, pensant qu'il s'agirait d'un message audio de Rena. En fait, il s'agissait d'une musique. Cela ressemblait à une mélodie de vieille boîte à musique qu'on utilise pour endormir les gosses, comme dans certains films. Elle n'a pas compris pourquoi elle a reçu cette musique, qui n'a rien à voir avec ce qui nous intéressait. Rena n'est pas réapparue sur Instagram. Pendant 2 jours, nous n'avions aucune nouvelle de personne. Moi et ma Louise sommes sortis après ces 2 jours d'inquiétude, histoire de nous changer les idées. Je l'ai raccompagnée chez elle. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais insisté pour rester avec elle. J'ai reçu un coup de fil à 7 heures du matin. C'était la mère de Louise. Elle m'a dit que je devais venir tout de suite. Puis ça a raccroché. Je suis parti en trombe en m'habillant à l'arraché. Je suis arrivé chez ma Louise. Et là, j'en tremble rien que d'y penser. Je suis anéanti. Elle est morte. Je m'en veux. Si j'étais resté avec elle, j'aurais peut-être pu la sauver. Son corps était horrible à voir. Je n'endors plus la nuit. Cela ressemblait à des centaines de morsures d'araignées. Il y avait même de la soie qui sortait de sa bouche. Je voulais retirer cette saloperie, mais la peur m'envahissait. Et si jamais une de ces putains de bestioles était là-dedans, dans son corps? L'idée me répugnait tellement que j'en ai dégobillé sans même avoir eu le temps d'aller aux chiottes. Putain. Je suis dégoûté. J'en peux plus. Mon meilleur ami qui me donne plus de signes de vie, et ma copine qui meurt comme ça. C'est horrible. J'en peux plus. Je veux savoir ce qui se passe. Et pourquoi j'ai l'impression que tout ça ait un rapport avec Matt et Rena. Il faut que je me connecte sur son blog. J'ai vu ce qui est arrivé à Louise. Je suis désolé, Ben. Et pour ne pas arranger les choses, Rena n'a pas donné signe de vie. Je vais voir à l'administration s'ils savent quelque chose. Semaine pourrie. 10 minutes après ce message, un fichier WAV est posté dans un commentaire. Mais cette fois, Rena n'était pas affiché comme expéditeur. Je n'y prêtais pas attention. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé. 3 jours plus tard, l'article tomba. Des dizaines de morts dans la Picardie, et un peu dans toute la France. J'observais les noms, et je constatais que la plupart des morts étaient des amis IRL, ou internautes. Le plus flippant, c'est que leurs morts étaient décrites comme similaires à celles de Louise, et similaires à celles dont Matt parlait sur son blog quand il est arrivé à la Lys d'Orion. Je suis allé voir l'administration. J'ai cité Rena. On ne m'a parlé que d'une reine araignée. Mais elle est morte il y a 30 ans. Et en plus, elle avait l'âge de ma Rena. C'est quoi ce bordel? Me dis pas qu'on s'est foutu de moi et que je suis venu pour rien. Je pète un câble, putain de grosse pute. Tu t'es foutu de ma gueule. Si je te trouve, je te massacre. Ce fut le dernier message envoyé par Matt. La nuit était tombée. Je pris le train en direction de la ville la plus proche de la Lys. Rien à foutre que ce soit la nuit et que ce soit le confinement. Je voulais en finir une bonne fois pour toutes avec ces conneries. Me voilà arrivé à la Lys d'Orion. Le TGV de nuit m'a aidé à arriver assez vite, tant mieux. Je ne voulais pas perdre mon temps. Où est-ce qu'il est? Je me suis rendu dans l'adresse censée être la maison où vit Rena. C'est n'importe quoi. Cette baraque était abandonnée. Personne n'aurait vu que là-dedans. Il était clair que Rena était une invention. Quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne morte pour se foutre de nous. Même si je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre de toute façon? La première chose que je vis dans la maison était un papier qui traînait par terre avec un carnet. Je lus ce qui y était écrit dessus. Benjamin, je sais que c'est toi. Tu es mon meilleur ami et tu es toujours venu quand j'avais des problèmes.
Si tu tombes sur cette lettre, sache qu'à l'heure où tu la lis, elle m'aura probablement attrapé. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Rena est l'araignée. Elle utilise une musique pour tuer les gens. Un fichier nommé spider.wav, envoyé sur internet. Mais comment aurait-il pu me parler ou me draguer? C'est trop bizarre. Au fait, j'ai compris plus tard. Il y a une jeune fille qui est la réincarnation de Rena. C'est elle la tueuse. Rena et elle ne font qu'une. Au début, elle avait son humanité. C'était elle ma petite amie. Elle ne s'appelait pas Rena mais Joséphine. Elle préférait le nom de Rena pour la réputation de peur que cela inspirait aux gens de la lice. Avec cette lettre, il y a même son journal intime. Elle le cachait dans la maison vide. Je te laisse la lire. Il y a aussi une partition de son journal. Ça doit être les notes de la musique de Rena. J'en étais tellement enragé et effrayé que je voulais déchirer cette lettre ainsi que ce foutu journal. Mais j'en avais besoin. Et puis cette lettre était tout ce qu'il me restait de maths. J'ouvris les pages du journal de Joséphine. 18 décembre 2009. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon formidable. Il s'appelle Matt. Il vit en Picardie avec son ami. Il est vraiment marrant. J'ai envie de le voir. Je crois que j'ai le coup de foudre. 24 décembre 2009. Cher journal, mon plus beau cadeau de Noël. Matt m'a dit qu'il m'aimait. J'en reviens pas, c'est fabuleux. Bon, le reste n'est vraiment pas intéressant. Jusqu'à cette date. 17 avril 2010. Cher journal, aujourd'hui je vais enfin voir mon chéri. Même si je l'ai déjà vu en photo, là ça ne sera pas pareil. Mais faut-il que je lui dise la vérité ou pas? Je ne sais pas quoi faire. Je trouvais ça bien étrange. Joséphine semblait cacher quelque chose. Le plus flippant, c'était que visiblement il n'y avait rien après. Je voyais une feuille dépassée du journal. Probablement les partitions dont Matt parlait. J'allais directement à cette page. Les partitions étaient là. Mais il y avait autre chose, comme un deuxième journal, écrit par quelqu'un d'autre. Et les dates étaient identiques. Seule l'année ne l'était pas. Les pages dataient d'il y a 30 ans. C'est là que j'ai compris. 18 décembre 1969. Cher journal, aujourd'hui j'ai rencontré un garçon formidable. Il s'appelle Eric. Il vit en Picardie avec son ami. Il est vraiment marrant. J'ai envie de le voir. Je crois que j'ai le coup de foudre. 24 décembre 1969. Cher journal, mon plus beau cadeau de Noël. Eric m'a dit qu'il m'aimait. J'en reviens pas. C'est fabuleux. 17 avril 1970. Cher journal, aujourd'hui, je vais enfin voir mon chéri. Même si je l'ai déjà vu en photo, là ce ne sera pas pareil. Impossible. C'était les mêmes mots. Comme si Joséphine et Rena vivaient la même existence. Seuls les noms changeaient. À la place de Matt, il était écrit Eric. Puis je me suis souvenu du prénom du père de Matt, Eric. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Quelque chose était écrit sur la page suivante. Tu m'as tué, tu as tué mon cœur et mon corps, mais mon âme vivra éternellement. J'écris cette ultime page pour t'avertir. Ta descendance subira le sort que tu m'as réservé. Je tuerai ton fils de la façon dont tu m'as tué. Je suis reine à l'araignée, et mon amie pleine de venin viendra pour me venger. C'est la fin du journal. Il n'y avait plus rien à lire. Je ne savais pas où se trouvait Matt, et j'avais trop peur désormais pour chercher. Alors j'ai appelé la police, et je leur ai dit de le rechercher. Après tout, vaut mieux laisser une tâche pareille des professionnels. Je suis rentré dans ma ville, et j'ai appris le suicide d'Eric, le père de Matt. Sa femme, qui était sous le choc, est venue me parler aux funérailles, et m'a donné une enveloppe qu'Eric lui avait demandé de me confier. Cette enveloppe, ce n'était pas une lettre, c'était carrément un roman. Visiblement, le père de Matt a décidé de vider son sac avant de mettre fin à ses jours. Benjamin, tout ça est à cause de moi. Je crois que c'est ça, parce que j'ai vu Rena. Je l'ai vue dans un rêve. Elle avait le même visage qu'à l'époque où je sortais avec elle, mais elle semblait pâle, comme un mort. Et surtout, il y avait une gigantesque patte d'araignée qui sortait d'elle. C'était abominable. Maintenant, je te dis tout, et après j'en finirai avec ça définitivement. Puisque Rena veut se venger de moi, je vais lui donner ce qu'elle souhaite. La suite de la lettre raconte toute l'histoire. Reine Araignée était une jeune fille qui vivait dans son village de la liste d'Orient. Elle envoyait des tonnes de lettres d'amour à de nombreux garçons par correspondance. Cela avait le don d'en énerver plus d'un. Alors un jour, avec des copains, je me suis dit « Venez, on va se débarrasser d'elle ». Et j'ai commencé à lui répondre. Le 18 décembre, elle fit ma connaissance. Le 24 décembre, soit la veille de Noël, je lui ai déclaré ma flamme. J'ai trouvé ça tellement romantique. L'idée d'avoir une déclaration d'amour à la veille des fêtes. Rena était tombée amoureuse de moi.
Mais je pensais qu'elle s'en fichait, que ce n'était qu'une garce qui voulait jouer avec les sentiments des garçons. Si j'avais compris, jamais je n'aurais continué. Le 17 avril, je me suis rendu sur place pour un rencard avec elle, ou plutôt pour lui tendre un piège. Le rendez-vous était fixé dans une vieille maison abandonnée dont elle m'avait parlé une fois. Et par chance, nous étions arrivés avant elle. J'avais fait exprès de venir avant l'heure prévue, pour préparer mon coup. Rena était dans la maison et me cherchait. Il était 23h59 exactement. À minuit, tout se joua. Son nom était Reine Araignée. Je trouvais que ça ressemblait à la reine des araignées. Moi et mes potes, on a lâché tout un stock de fausses araignées en plastique. Tu sais, celles qui servent par exemple pour décorer au moment d'Halloween. On voulait juste lui foutre la trouille. Surtout à cette heure-là. Et dans cette maison, on voulait avoir la paix. Mais à ce moment-là, Rena fut prise d'un malaise et perdit connaissance. Persuadée que ce n'était pas méchant et qu'elle était juste évanouie, nous avons pris le train et sommes repartis en Picardie. Après cette blague et de mauvais goût, je n'ai plus reçu de lettre de Rena. Mais 2 jours après, j'ai appris que Rena avait succombé à une rupture d'anévrisme dans son sommeil. Cette trahison l'avait marquée à tel point qu'elle en était morte. Et encore plus étrange, à ce moment-là, j'ai reçu par colis une boîte à musique. Elle jouait quelque chose. Un son assez angoissant quand on y réfléchit. Je n'ai compris que récemment que cette boîte jouait la musique que Rena écoutait toujours. Elle se promenait avec cette boîte, et cette musique résonnait également lors de notre rendez-vous. J'avais pensé qu'il s'agissait d'une blague, et j'ai balancé cette chose au feu. Mais en fin de compte, la musique, comme l'âne de Rena, est demeurée consciente et a continué de hanter mon existence. À partir des 20 ans de mon fils. Maintenant, tout se rassemble. Le seul enfant que j'ai étant un garçon, il était logique que la scène allait se répéter de manière exacte. Rena attendait patiemment l'anniversaire de ses 20 ans pour se venger sur lui. Mais je refuse de la laisser faire. Si mon Mathieu doit mourir, alors je l'accompagnerai en enfer s'il le faut. Benjamin, tu étais comme un deuxième fils pour moi. S'il te plaît, protège ma famille et protège tout le monde de cette malédiction. Cette musique, elle ne doit pas être entendue. Pas le son original, pas cette maudite boîte à musique. Maintenant je te laisse. Adieu mon jeune ami. Des traces de sang tachaient la fin de la lettre. Pas le son original, j'ai compris. Il ne faut pas que les gens entendent la boîte. Il faut qu'une reprise soit plus écoutée que la vraie musique pour avoir une chance de stopper ce fléau. C'est à ça que servait la partition de maths. Avec un ami passionné de musique, on jouait les notes de la partition avec un logiciel spécialisé. Mon ami m'a demandé comment on va l'appeler. Je lui ai répondu Spider Lullaby. Nous avons commencé à faire circuler notre version sur tout ce qui est possible, plus particulièrement les sites de vidéos en streaming et les réseaux sociaux. Maintenant, chers lecteurs, vous êtes prévenus. Le fichier spiderlullaby.mp3 ne représente aucune menace. Vous pouvez l'écouter. Par contre, si vous le trouvez, n'écoutez jamais le fichier spider.wav. L'araignée n'est jamais bien loin. Je m'appelle Roy. Je suis shérif dans une petite ville au nord-ouest du Vermont, à 20 km de la frontière du Canada. Il y a 3 mois, juste après les fêtes de Noël, alors que la ville était encore décorée aux couleurs des fêtes, j'ai reçu un appel de mes supérieurs. Leurs supérieurs les avaient informés qu'un convoi exceptionnel venant du nord du Canada allait partir par notre ville. Il circulerait de nuit et emprunterait Main Street entre 2 et 3 heures du matin. Le contenu dangereux du convoi justifiait leur traversée de nuit. Mes supérieurs parlaient de matière fissile, de substances radioactives. Alors, je n'ai pas posé de questions. Notre petite ville n'est pas très fréquentée, d'habitude, surtout durant l'hiver. À cette époque de l'année, le climat peut être rude, avec des températures qui descendent bien en dessous de 0 et de la neige. Heureusement, la municipalité nous a fourni de nombreux instruments de déblayage et nos habitants sont habitués au froid mordant. Cette nuit-là, le froid semblait plus mordant que jamais, comme si l'hiver s'était décidé à nous montrer de quoi il était capable. Le thermomètre affichait une température sous les moins 30 degrés et un vent particulièrement violent faisait danser les flocons de neige devant les épaisses vitres de mon bureau. Le café bien noir contrastait avec la neige blanche qui tombait à un rythme hypnotique, presque somnifère. Vers 1h30 du matin, je suis sorti pour disposer les barrières afin d'empêcher les rares automobilistes qui voyageraient à une heure pareille et par ce temps de traverser ou d'emprunter Main Street. Les éléments se liguaient contre moi
et m'assaillir dès ma sortie du bureau et jusqu'à ce que j'ai terminé de disposer toutes les barrières. Ensuite, je me suis installé au volant de ma voiture avec mon thermos de café et j'ai attendu l'arrivée du convoi. Je dois avouer que j'ai bien failli m'endormir plusieurs fois. Il est même possible que j'ai somnolé quelques instants. La lumière jaune des réverbères, les flocons qui tombaient par milliers, il y avait de quoi vous bercer. Seuls les hurlements lugubres du vent me tenaient éveillé. Mes tasses de café se sont enchaînées jusqu'à ce que mon thermos soit vide. J'ai alors consulté ma montre, constatant l'heure avancée de 3h15 du matin. Toujours pas de convoi. J'ai bien songé au fait qu'il soit passé lorsque je dormais, mais j'en doutais. Il s'agissait, selon mes supérieurs, d'un camion noir de la taille d'un semi-remorque et escorté par 4 jeeps blindés, elles aussi de couleur noire. De tels engins font un sacré boucan et laissent de grosses traces dans la neige. Or, il n'y avait aucune trace, et malgré le fait que je prenne de l'âge, j'étais certain qu'un tel convoi m'aurait sorti du sommeil. À 3h30 du matin, ma radio se mit à grésiller. Mes supérieurs me demandaient de confirmer le passage du convoi. Je leur ai expliqué qu'aucun véhicule ne s'était présenté dans la ville. Un silence pesant plus tard, on m'expliquait qu'en raison des intempéries, il leur était impossible d'envoyer un hélicoptère survoler le trajet du convoi. Aussi, je devais prendre la route et suivre l'itinéraire du convoi en sens contraire jusqu'à sa dernière localisation, de l'autre côté de la frontière canadienne. Un mug de café bien noir et un plein d'essence plus tard, je demeurai ma Jeep en direction de la frontière. Les flocons de neige s'écrasaient contre mon pare-brise et le vent ralentissait ma progression tandis que je m'enfonçais dans une forêt de pins enneigés. Je n'appréciais pas ce trajet. Les routes étaient glissantes et l'absence de lumière autre que mes phares limitait ma vitesse de progression. À coup sûr, ce convoi avait dérapé et percuté un arbre. Cela aurait été la pire nouvelle imaginable. Combien de tonnes de matière radioactive ce convoi transportait-il? La forêt aurait été irrémédiablement polluée. Et mes pensées ont été interrompues par les lumières d'un véhicule. Cependant, elles ne venaient pas d'en face, mais d'en haut, de la cime des arbres. J'ai arrêté mon véhicule et je suis sorti pour voir de mes propres yeux ce que je ne pouvais concevoir. Il s'agissait d'une Jeep noire, portière ouverte, dont une pendait lamentablement. Pare-brise éclaté, elle était encastrée dans une branche. Comment est-ce qu'un véhicule aussi lourd avait-il pu se retrouver dans cet arbre? Je suis rapidement remonté à bord de mon véhicule pour allumer tous les phares, afin que l'on me voie de loin. J'en ai profité pour aller chercher ma lampe de poche dans ma boîte à gants, et je suis ressorti pour éclairer les alentours. Il y avait peut-être des blessés, et par ce temps, ils mourraient plus rapidement d'hypothermie que d'une éventuelle blessure. La première chose que ma lampe a éclairée sur la route furent des traces de sang, de longues traînées pourpres sur le bitume blanc. Mon cœur s'est mis à battre plus fort à mesure que je remontais les traînées. Impossible de respirer par le nez, tant j'avais peur. J'ai continué sur une centaine de mètres avant de tomber sur une autre Jeep. Elle gisait sur le bas-côté, renversée. La moitié arrière du véhicule faisait défaut. En dessous de l'engin renversé sortait un bras, tenant encore entre ses doigts crispés un fusil d'assaut dont la lampe était allumée. J'ai décroché l'arme des doigts et j'y ai jeté un rapide coup d'œil. Un frisson m'a parcouru en constatant que le chargeur était vide. Le convoi avait-il été attaqué? Des bombes auraient été responsables de l'état de ces véhicules? Si oui, où étaient les éclats et les cratères brûlants? Il n'y avait rien de tel dans les parages. J'ai continué ma route, éclairant les ténèbres ponctuées de taches blanches de ma lampe torche, les mains tremblantes. Ici, une flaque de sang gelé. Là, un fusil d'assaut tordu. Et enfin, le semi-remorque. L'énorme camion noir était renversé sur le bas-côté. Ses pneus gainés de chaîne ne touchaient plus le sol. À nouveau, les portières étaient grandes ouvertes. Mais surtout, la remorque était déchiquetée, tordue comme on le ferait avec le couvercle d'une boîte de conserve, mais de l'intérieur. Et puis, quelque chose a attiré mon attention, ou plutôt, le manque de quelque chose. Pourquoi n'y avait-il pas de symbole de danger radioactif? À la place, il n'y avait que deux autres logos. Celui du danger biologique et un autre inconnu, les initiales S, C, P. Un gémissement m'a sorti de mes réflexions. J'ai sursauté et braqué la lampe dans la direction du gémissement. Là-bas, au loin, près d'une Jeep déchirée en deux, se traînait quelqu'un. Je me suis approché en courant et j'ai découvert une femme entièrement vêtue de noir, équipée comme pour la guerre.
Elle se traînait sur le sol enneigé, laissant derrière elle une longue traînée de sang, là où devaient être ses jambes. Je l'ai prise par les aisselles et l'ai traînée en rebroussant chemin vers la Jeep. Je lui ai demandé s'il avait d'autres survivants, mais elle a secoué fébrilement la tête. À mi-chemin, alors qu'elle était devenue aussi pâle que la neige, un craquement lointain m'a fait sursauter. On aurait dit un arbre qui s'effondrait. Les yeux de la rescapée se sont ouverts en grand, sous la panique, et elle a agrippé la manche de mon manteau. « Il revient !» a-t-elle crié, paniquée. « Il revient, il faut partir tout de suite !» J'ai accéléré le pas, maudissant mes kilos en trop, pendant que les craquements se rapprochaient de plus en plus. On entendait des arbres être brisés et s'effondrer sur d'autres, provoquant des sons terrifiants. Des pas incroyablement lourds se faisaient entendre. Les feux de ma Jeep ont été étirés devant nos ombres allongées et nous avons assisté à la chute d'un sapin de plus de 10 mètres. Il s'est effondré lourdement sur la route, à la limite de l'éclairage de mes phares. J'ai ouvert la portière arrière et aidé la survivante à se hisser sur la banquette. Puis, je me suis jeté à mon volant et j'ai démarré le moteur. Il a gémi de s'activer par un froid pareil, mais j'ai ignoré ses complaintes. Les pas se rapprochaient et une silhouette gigantesque se dessinait dans la lumière de mes phares. J'ai fait une rapide manœuvre alors que les détails monstrueux de cette chose colossale se dessinaient dans mon rétroviseur. Le moteur a rugi et mon véhicule s'est lancé en sens inverse vers la ville. La silhouette d'une maigreur alarmante aux membres anormalement longs et à la tête ornée de bois de serre gigantesque se faisait de plus en plus petite jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Ma passagère n'était plus consciente lorsque nous avons atteint la ville. Je l'ai sortie du véhicule et ai réveillé le médecin pour la lui confier. Face à ses blessures, il ne prévoyait que d'amputer ce qui restait de ses jambes, comme la gangrène s'était déjà installée. Elle n'a pas survécu à l'opération. J'ai informé mes supérieurs de l'état de la localisation du convoi, mais je n'ai jamais fait mention des initiales SCP ou de la créature. Mes supérieurs sont venus me demander ce que je savais, ce que j'avais vu, puis ils ont récupéré l'uniforme noir de la défunte ainsi que son corps. Persuadés que j'ignorais tout de ce qu'il transportait, ils m'ont donné des explications bidons, faisant mention de dangers biologiques non maîtrisés et ont interdit l'accès à la forêt jusqu'à résolution du problème. Encore aujourd'hui, mes cauchemars sont peuplés d'êtres immenses d'une maigreur affolante et dont la tête est coiffée de bois de serre. Leurs membres allongés m'attrapent et me portent à une gueule garnie de croix serrées. Cette chose, qui s'est échappée de leur convoi, est encore dans la forêt, j'en suis certain. Ce que j'ignore, c'est de quoi il s'agit, et surtout, ce que signifient les initiales SCP. Un jour, un garçon eut ce qu'il pensa être une idée de génie. Il avait trouvé le moyen de passer la nuit dans son école. Rien que l'idée de comment cela pouvait se passer le faisait frémir. Il n'avait aucune idée de combien il avait raison. Le problème principal était d'avoir la clé. Il ne pouvait pas juste se cacher dans les coins toute la nuit. Il voulait explorer. Il voulait également localiser les meilleurs endroits dans l'école pour des activités comprenant n'importe quelle fille intéressée. Il se voyait déjà comme le roi du château de briques où il passait la majeure partie de son temps. Mais il lui fallait cette clé. Les seules personnes qu'il soupçonnait de posséder une clé dans l'école tout entière étaient les concierges. Il gardait les clés sur eux et il y avait un jeu de secours dans la salle de repos. Il y alla durant l'heure du midi, quand les concierges étaient à la cafétéria. Il entra dans la petite pièce et prit les clés. Il aviserait de leur utilité plus tard. Pendant qu'il marchait vers la sortie de la pièce, étonné que son plan ait marché, il se cogna droit dans un des concierges. « Que fais-tu ici » interrogea le balayeur. Le garçon cogita pendant quelques secondes et décida en dernier recours de dire la vérité. Le concierge inspirait la confiance, et après son récit, il rigola et dit « Tu sais, je voulais faire la même chose quand j'étais jeune. Le fait d'avoir toute la place pour moi, c'était une envie enivrante. J'ai fait l'erreur d'aller chercher en haut comme toi, pensant que je pourrais obtenir les clés ici. Je me suis fait prendre, et le vieil homme m'a expulsé à défaut d'un meilleur mot. » Ensuite, il retira une clé de l'anneau et la tendit au garçon. C'était une clé étrange, on ne pouvait pas exactement dire sa couleur, elle semblait changer sans cesse, même quand on la tenait fermement. Elle ouvrira n'importe quelle porte de l'école pour toi. Profite bien mon garçon. L'enfant ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait.
Il courut dès que le concierge eut fini de parler. Il se dit que quelque chose de bizarre émanait du concierge, mais rien de bien étonnant. Ce type avait passé sa vie à nettoyer après des ados après tout. Cette nuit, notre garçon sortit du coin où il était caché. Il avait dit à ses parents qu'il dormait chez un ami et avait pris soin de promettre à l'un d'entre eux un tour dans l'école s'il le couvrait. Il courut dans l'école, regarda ce que les profs gardaient dans leur casier, joua avec les produits chimiques du labo physique, s'amusa en gros. Il n'avait eu aucun problème à ouvrir toutes les portes, casiers et même pupitres. Il devait utiliser une lampe de poche à la place d'allumer les lumières, mais cela rendait la chose plus amusante. Lorsqu'il était autour de 3 heures du matin, il décida de dormir dans la salle du concierge. Il régla son réveil afin d'échapper parfaitement à toute personne et se promit de ne plus jamais recommencer si quelqu'un l'attrapait. Il choisit cet endroit car si le concierge l'attrapait, il aurait moins de problèmes qu'avec une autre personne. Il se réveilla tôt. Il entendit soudain des pas sans pouvoir dire d'où ils venaient. Une odeur émanait du couloir, mais le garçon n'arrivait pas à l'identifier malgré le fait qu'elle lui semblait familière. Il alluma sa lampe de poche, la pointa autour de lui et vit une silhouette sombre. Il cria et fit tomber sa lampe de poche qui se cassa. Il la ramassa et se prépara pour aller affronter l'inconnu, mais se rendit compte que c'était simplement son manteau qu'il avait accroché dans un coin. « Imbécile !» se dit-il à lui-même. Maintenant que la lampe était cassée, il se rendit compte qu'il faisait plus clair. Déjà le matin, un coup d'œil à la pendule lui fit voir qu'il restait 1 heure avant le lever du soleil. Mais qu'est-ce qui brillait alors? Il sortit du bureau jusqu'à ce qu'il soit en terrain inconnu. Il mit ses mains contre les murs, marchant maintenant avec assez de confiance. Il faisait de plus en plus clair. Soudain, ça lui revient. Si la silhouette dans le coin était son manteau, d'où venaient les pas? Il se stoppa et se retourna. Il vit une ombre derrière lui. Elle portait son manteau. Même s'il ne voyait pas son visage, il vit qu'elle souriait. Il courut comme jamais, tourna et descendit les escaliers. Curieux d'ailleurs, il croyait être au premier étage et ne se souvenait pas qu'il y avait des escaliers ici. C'était trop tard pour reculer. Lors de sa descente, il faisait plus clair et la faible odeur devenait plus forte. Quand il remarqua la lumière vacillante comme un feu, il reconnut l'odeur. Du soufre. Il regarda autour de lui et vit les murs. Ils ressemblaient aux parois d'une grotte, des runes bizarres les recouvrant. Il vit la fin des escaliers et une silhouette en bas qui l'attendait. Le concierge le regarda, souria et rigola. Je dédie ce récit à mon ami John. Après tout, c'est de toi qu'on parle. Les premiers souvenirs que j'ai de toi sont ceux d'un jeune garçon brillant, que les professeurs félicitaient pour ses bonnes notes. Un enfant dont les parents aisés étaient fiers et qu'ils présentaient à leur père comme un prodige. Je me souviens des réunions de classe, des remises de bulletins et des cérémonies au cours desquelles on te désignait comme le meilleur élève de la classe. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour celui qui réussira, celui dont on entendra parler d'ici quelques années. Et te voilà qui te présentait, avec ton petit costume et tes cheveux bien coiffés. Ton sourire devant les yeux pleins de fierté de tes parents et des professeurs. Et puis, il y avait moi, ton voisin de classe, le fils de la vieille folle, comme m'appelaient les autres parents d'élèves. Celui qui avait fait sursauter la maîtresse lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois, et dont on parlait à voix basse en faisant mine de ne pas le regarder. Je me souviens des silences de les réunions de parents, et lors des remises de bulletins, des chuchotements lorsque je passais. Je voudrais que vous gardiez vos commentaires pour celui qui devait faire le plus d'efforts que les autres pour y arriver. Celui qu'on avait cessé d'encourager. Chaque jour, John, je rêvais de vivre ta vie. Comment devrais-je évoquer l'adolescence, cette période infâme où nous avons découvert nos places respectives? Toi, l'affiche du bal de promo, en costume et avec cette fabuleuse demoiselle entre les bras. Comment s'appelait-elle encore? Et moi, qui collais les dites affiches pour me faire un peu d'argent de poche, et incapable d'approcher une fille sans qu'elle ne pousse un cri de terreur. Je me souviens, John, de tes amis qui ont envoyé m'humilier, en me volant mes vêtements pendant que j'étais sous la douche du gymnase. Les poils à gratter dans mon col, et mon sac à dos sur le toit. Je me souviens aussi de la douleur de leurs coups sur mon visage, après que tu aies découvert que je gagnais un peu d'argent, en collant ces affiches.
Tu ne t'es jamais posé la question par après, John? Tu ne t'es jamais demandé ce qui était devenu de moi après cet événement? En faisant tes brillantes études de médecine, tu ne t'es jamais demandé si les effets physiologiques d'un choc violent au crâne ne pouvaient pas s'appliquer à moi? Peut-être étais-tu trop occupé à briller. Après tout, tu as toujours été le premier. Premier de la classe, premier de ta promotion, premier à embrasser cette fille, premier chirurgien à réussir une telle opération. Alors pourquoi te serais-tu soucié de moi, qui ne vivais que dans ton ombre? Quand on ne voit que les projecteurs, on oublie ce qu'il y a derrière soi. On oublie qu'on a une ombre et que des choses s'y cachent, s'y développent et grandissent. J'ai vécu dans l'ombre, et par l'ombre, je les ai apprivoisés. Alors que tu ouvrais encore tes ouvrages de médecine dans les somptueuses demeures de tes parents, j'en ouvrais d'autres, plus anciens, et traitant d'une science différente, dans la cave de la maison que ma vieille folle de mère louait. J'en ai appris des choses, sais-tu, pendant que la liste de tes conquêtes féminines s'allongeait. J'ai accumulé tous ces savoirs dans ma mémoire, tout en t'observant annoncer à ta future épouse que tu sauvais des vies tous les jours, que tu étais capitaine de ton équipe de hockey, et que tu roulais en Porsche. Tu sais, moi aussi j'aurais pu devenir riche. Moi aussi, j'aurais pu entretenir une forme olympique et devenir médecin. J'aurais pu avoir ta vie, et la vivre à ta place. Tu n'aurais rien senti. Tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais tu en as choisi autrement. Ce choix, tu l'as fait il y a bien longtemps, alors que tes amis me passaient à tabac, et que tu m'as laissé là, gisant dans mon propre sang. Je m'en souviens, John. Je me souviens de m'être réveillé dans une mare de mon propre sang, et ne plus avoir senti mes jambes. Je me souviens avoir utilisé mes savoirs pour vendre mon âme à Satan, afin qu'il m'enseigne comment avoir ma revanche. Et je l'ai eu. Tu te souviens, John, de cette nuit d'octobre au cours de laquelle ton fils t'a dit qu'il y avait quelque chose derrière les rideaux, qui lui avait murmuré « Va dormir !» Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Comme tu te souviens de l'avoir découvert le lendemain? Ou du moins, ce qu'il en restait? Qu'en restait-il d'ailleurs? J'aurais aimé que tu me le dises. Les journaux n'ont pas publié les détails. Je t'ai observé consoler ta femme tandis qu'elle pleurait devant la tombe de son fils bien-aimé, assassiné par un meurtrier sans paupières et au sourire sanglant. Et dire que vous avez déménagé en pensant que la maison était hantée. Mais c'est toi qui étais hanté, John. J'aurais dû vivre ta vie, John, et rien de tout cela ne serait arrivé. Rien. Ta femme ne serait pas morte. J'en ris encore quand j'y pense. Tu croyais qu'elle te trompait, et tu t'attendais à tomber sur un homme en entrant dans la chambre. Mais pas sur cette chose maigre, aux membres surnuméraires et anormalement longs, qui s'est retourné vers toi en affichant ce sourire figé, tandis que chacune de ses mains tenait un membre de ta femme. Si ça avait été ma femme qui avait été tuée, ils m'auraient accusé du meurtre. Et ils t'ont vraiment cru quand tu leur as expliqué ce que tu as vu. Tu sais, je trouve que c'est bête que tu aies sombré dans l'alcoolisme par la suite, John. J'aurais pu vivre ta vie à ta place. Tu n'aurais rien senti. Et tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais maintenant que tu as un cancer du foie, je n'y vois plus aucun intérêt. C'est dommage. Heureusement que tu as beaucoup d'amis cependant. Au revoir, John. En 1965, Albert Ellis, un psychologue américain, s'intéressa à la question des émotions chez l'homme. Sa problématique majeure étant la suivante. Quels sont les indices visuels qui permettent d'identifier l'émotion d'un individu chez l'homme? Pour trouver ces différents indices visuels, le docteur Ellis mit en place une expérience mobilisant une école entière où il fut demandé à plus de 900 élèves de dessiner plusieurs visages, chacun ayant une émotion différente. Les élèves durent dessiner 4 visages, un joyeux, un triste, un en colère et un effrayé. Plus de 3600 dessins furent réalisés et envoyés au bureau du docteur Ellis. Ce dernier étudia ces dessins et il s'aperçut que la superposition de chacun des visages donnait des formes intéressantes. Il décida donc de superposer tous les dessins, d'abord en fonction de leur émotion. Voyant que cela ne donnait rien de concret, il superposa tous les visages et cela donna un effet plutôt impressionnant. Un visage qui semblait joyeux. Mais le docteur Ellis ne s'arrêta pas là. En juin 69, il reproduisit l'expérience
mais sur une bien plus grande échelle. Plus de 600 000 dessins furent récupérés. Ellis les superposa et s'aperçut d'une chose. Au bout d'environ 50 000 dessins, un pattern semblait apparaître. À chaque superposition de 50 000 dessins apparaissait le même visage, à quelques exceptions près. Le visage semblait être celui d'un homme ouvrant la bouche joyeusement, comme pour rire. En superposant tous les dessins, le docteur Ellis s'aperçut que le visage ne changeait presque pas. Albert Ellis écrira plus tard dans un essai sur la thérapie comportementale et cognitive « Ce n'est pas la joie, ni la tristesse, ni l'effroi, ni la colère. C'est la combinaison de ces quatre qui donne un sens à nos vies. Sans une, aucune des trois autres n'est possible. C'est sur son lit de mort que l'individu pense à sa vie, à ses expériences, à ses moments de joie, au moment où il était triste, au moment où il était en colère, et à ceux où il avait peur. Et c'est en repensant à toutes ces expériences que l'individu ressentira toutes les émotions liées à ces dernières, et que la combinaison de chacune d'entre elles le fera simplement rire. Rire de joie, de colère, de tristesse et d'effroi. Cependant, en 2008, un an après la mort d'Albert Ellis, on découvrit dans sa maison une lettre signée de sa main. Voici le contenu de la lettre. Cela fait maintenant presque 40 ans que je vis avec cette image monstrueuse en tête. Je la vois partout. Quand vous observez des choses qui vous font penser à des visages humains, comme une structure sur Mars, des trous dans un mur, un dessin sur une feuille ou un de vos proches, vous la voyez. Nous la voyons tous. Elle nous est tous familière. Mais personne ne la connaît. Son visage est partout. Il vous suffit de fixer n'importe quel visage assez longtemps pour la voir apparaître. J'ai décidé d'appeler ce phénomène le visage de Black Mesa. J'ai longtemps cru que ce visage était synonyme de joie et d'amour, mais mes dernières observations m'ont ouvert les yeux. Ce visage ne représente pas quelqu'un de joyeux, mais quelqu'un qui souffre et qui a peur. Les seules images existantes de ce phénomène se trouvent dans mon bureau, à New York. Merci de toutes les détruire au plus vite. Malheureusement, pour le docteur Ellis, tous les exemplaires de l'image ne furent pas détruits. L'un des exemplaires de cette image refit surface en 2011, sur le board B du célèbre forum 4chan. Ce que vous voyez sur cette photo est la dernière image de Black Mesa. C'est le résultat de la superposition de plus de 600 000 dessins de visages venant d'une expérience datant des années 60. L'expérience fut conduite par le célèbre Albert Ellis, qui utilisa plus tard cette image comme la fondation principale de son travail. Il pensait que ce visage était la représentation de la véritable nature de l'être humain, qu'il décrivait en détail dans ses livres. Durant le début de l'année 2008, une lettre fut retrouvée dans sa maison, dans laquelle Albert Ellis expliquait que le visage était en réalité celui d'un homme souffrant. Il demandait également que toutes les images de Black Mesa soient incinérées. Mon père était l'un de ceux qui étaient chargés de brûler les images, mais il a refusé de toutes les faire disparaître. Il a donc décidé d'en garder une sans que personne s'en aperçoive. Mon père m'a toujours dit de ne jamais rien dire à personne, mais voilà maintenant un mois qu'il est mort, et j'avais vraiment envie de la montrer à quelqu'un, car il y a quelque chose dans cette image de dérangeant, et je sais que vous apprécierez. Alors, qu'en pensez-vous? Bien que l'exemplaire original de l'image soit flou sur la photo, un utilisateur parvient à faire une reconstitution presque exacte du visage. De nombreux utilisateurs remarquèrent avoir une forte impression de déjà-vu en regardant le visage. D'autres encore racontèrent qu'ils commençaient à voir le visage quand ils avaient les yeux fermés, mais que le visage semblait hurler au lieu d'être joyeux. En quelques heures, le post atteignit plus de 300 réponses et un autre sujet fut créé. Dans ce second fil de réponses, certains utilisateurs décrivirent voir le visage sur tous les objets ressemblant de près ou de loin à un visage humain. Et restant sur la première page du board B pendant plus d'une nuit, le post tomba rapidement dans l'oubli. Aujourd'hui, l'image circule sur les sites de creepypasta et dans certaines régions du deep web, bien que la majorité des personnes la postant ne connaissent pas son origine. Il n'a jamais été recensé dans l'histoire écrite un nom comme Black Mesa. L'origine de ce nom reste inconnue, et sa nature exotique ne fait qu'ajouter une touche de mystère à ce phénomène. Cependant, certaines personnes disent que pour voir la véritable nature de l'homme, il suffirait de fixer quelques minutes sans cligner des yeux le centre du visage de Black Mesa pour qu'elle nous apparaisse. À vous de voir.
j'aimerais vous parler d'une petite anecdote dont j'ai entendu parler durant un de mes voyages. Je rencontre souvent des gens d'horizons très variés, grâce au couchsurfing et aux auberges de jeunesse notamment, ce qui me permet de découvrir des histoires parfois très intéressantes. Cette fois-là, c'était avec un Américain venu de l'Oregon que je discutais pendant une petite soirée avec d'autres voyageurs dans la salle commune de l'endroit où j'avais jeté mon dévolu pour quelques nuits. On a eu des sujets de conversation très variés, pas mal sur la santé car il étudiait dans ce domaine, et on a fini par dériver sur les effets des nouvelles technologies sur l'organisme. On a plaisanté sur le fait que certaines personnes étaient persuadées que les mauvaises ondes des téléphones et des télévisions nous mangeaient le cerveau, et que les jeunes générations allaient finir amorphes à 40 ans. Puis, il m'a demandé si je voulais entendre une histoire un peu plus sérieuse à ce propos, qu'il n'avait jamais réussi à s'expliquer. Bien évidemment, il a eu toute mon attention. Les événements qu'il m'a décrits prennent place dans les années 90, et ne semblent pas avoir de rapport à qui ne creuse pas beaucoup. En effet, une partie se déroule dans sa région natale, et l'autre en Chine, ce qui n'est pas la porte à côté. De plus, trop peu de gens ont été impliqués pour que ça fasse grand bruit, quoique c'est difficile à dire pour la Chine à cause du contrôle des médias, mais il est probable qu'on ne pourrait pas trouver grand chose de ce côté, même en maîtrisant la langue. Le peu qu'il m'a raconté, m'a-t-il dit, vient des maigres informations rassemblées par sa famille après qu'un de ses membres a été touché. L'histoire commence dans une société chinoise peu connue en Occident, mais qui occupe une place plutôt importante sur le marché chinois des téléviseurs. Changgong. La société a été fondée en 1958 et a même été le premier fournisseur du pays pendant une certaine période. Quoi qu'il en soit, le seul dénominateur commun qui a pu être trouvé entre tous les événements rapportés en Oregon, c'est un bête produit de cette fameuse entreprise. Mais personne n'a fait le lien au début, évidemment. Est-ce qu'il s'agissait d'un seul lot ou de toute la production? C'est difficile à dire. Mais les postes incriminés provenaient tous du même magasin, le Newegg de Portland, ce revendeur ayant développé un partenariat avec le fabricant chinois. Peu de temps après la mise en vente, il y a eu une hausse du nombre de consultations pour des migraines, un classique. Les herboristes locaux en ont eu pour leur argent, car les médicaments prescrits par les médecins n'avaient aucun effet. Pas que leur remède de grand-mère ait changé quoi que ce soit, cela dit, mais jusqu'à là, il n'y avait rien d'alarmant, et puis beaucoup d'autres causes auraient pu être pointées du doigt. Là où ça a commencé à être étrange, c'est quand on a commencé à admettre des gens en hôpital psychiatrique à cause des comportements violents et de propos incohérents. Chez certains, ça se manifestait assez tard. Pour d'autres, ça commençait très peu de temps après les migraines. Mais dans tous les cas, on en trouvait régulièrement en train de massacrer leur poste de télévision en criant qu'il était un instrument du démon et que c'était de leur faute s'il était entré. Peu de gens y faisaient réellement attention, car à l'époque, la croyance populaire que les ondes perturbaient le cerveau était plus tenace, et ça faisait une bonne excuse pour dire aux enfants de ne pas passer trop de temps devant la télévision. Sans compter qu'on entendait parler surtout par le bouche à oreille, et que ce qu'on en disait demeurait assez flou. Les seuls qui savaient réellement quelque chose étaient ceux qui observaient un proche sombrer dans cet état. Apparemment, ceux qui se plaignaient de migraines avaient aussi de sérieux problèmes avec le téléviseur. Au début, ils disaient simplement qu'il fonctionnait mal, qu'il avait souvent des interférences, mais cela ne se produisait jamais lorsque d'autres personnes étaient avec eux. Le fait de ne pouvoir être cru les rendait petit à petit agressifs, et dans le même temps, ils semblaient commencer à avoir des hallucinations, car ils affirmaient que quelqu'un les observait à travers le poste, et qu'ils pouvaient voir son visage lorsque les interférences reprenaient. La crise de nerfs contre le poste finissait par arriver peu de temps après, assurant un internement immédiat pour éviter davantage de dégâts. Cette situation n'a duré qu'une dizaine de jours avant que quelqu'un n'intervienne. On a envoyé des employés d'une société privée récupérer tous les postes de télévision du modèle cité au-dessus, alors que peu de gens voyaient le rapport. Mais l'argent qu'on leur a donné pour faire oublier l'incident a permis d'éviter les questions. On leur a simplement dit qu'un élément défectueux de l'écran avait causé l'affichage d'images subliminales qui a affecté seulement les personnes les plus fragiles. Ces explications étaient franchement bancales, mais comme dit plus haut, des mesures avaient été prises pour éviter les curieux. Le rétablissement des personnes affectées avait par ailleurs été promis, et effectivement, tous ceux qui avaient été internés ont pu rentrer chez eux quelques jours plus tard. Ils ne se souvenaient que d'avoir été malades, et qu'ils avaient guéri suite à une injection prescrite par un médecin venant de l'extérieur. Bien sûr, si l'argent permettait de faire taire la majorité, il y avait toujours ceux qui voulaient quand même des explications et trouvaient la version officielle louche. Le père de mon ami en faisait partie, et voulait absolument découvrir ce qui était réellement arrivé à son frère, alors même que ce dernier, comme tous les autres, avait accepté l'idée
qu'il avait simplement été malade. Il s'est rendu à Newegg pour poser des questions sur les postes de télévision et leur provenance. Mais on l'a bien sûr gentiment raccompagné à la sortie. Par chance, il a retrouvé le mode d'emploi du téléviseur dans les papiers qui traînaient dans la maison de ses parents, chez qui il habitait encore. Et on a pu y trouver le nom de la société Changgong, à laquelle il s'est empressé d'écrire un email. Comme il ne recevait pas de réponse, il a persévéré. Mais il a rapidement arrêté de s'acharner quand il a reçu la seule réponse qu'il a jamais reçue par rapport à cet incident. Une enveloppe en papier craft dans sa boîte aux lettres. Mon ami m'a assuré que son père lui a montré la dite enveloppe, ainsi qu'une des feuilles qu'on y avait glissées. Elle ne comportait rien d'autre que ces mots en lettres capitales. Arrêtez de chercher. Il n'a pas voulu montrer le reste, et la seule chose qu'il a bien voulu dire à ce propos était qu'il avait bien compris la leçon, et qu'il ne savait pas avec quoi ces foutus Chinois avaient joué, mais que tout le monde pouvait s'estimer heureux qu'ils aient compris qu'ils allaient trop loin et que la situation de l'Oregon ait été réglée avant d'arriver au point de non-retour. Ce que la deuxième partie de la phrase signifiait était loin d'être clair, mais l'Américain m'a dit qu'il avait la sensation que ça s'était déjà produit ailleurs, et que des choses bien pires étaient arrivées, quoiqu'il se figurait difficilement ce qui pouvait être si grave qu'une simple enveloppe avorte les recherches de son père. Je n'ai pas vraiment su quoi répondre, surtout parce qu'il ne m'avait pas donné l'impression d'inventer quoi que ce soit. J'ai fini par dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, et on a ensuite essayé d'imaginer quel élément de téléviseur aurait bien pu faire disjoncter autant les gens, sans que ça n'affecte également tout le monde, ainsi que ce qui avait bien pu être injecté aux gens internés et ses effets. On a fini par parler d'autre chose, mais une autre question m'est restée en tête. Quoi ou qui était apparu dans les interférences? Car si tout était vrai, une hallucination collective de cette envergure me paraît absolument impossible. Et dans ce cas, je pense que cette chose, quelle qu'elle soit, pourrait être bien plus inquiétante que quelques menaces d'anonymes, car si une simple société de fabricants d'électronique a pu la mettre au contact d'autant de monde, qui sait par quel autre moyen elle pourrait se manifester. Édouard n'était pas mon ami. Il était juste une connaissance. Je l'ai rencontré sur les bancs de l'université alors que nous étudions la criminologie en première année. Son physique n'avait rien d'exceptionnel, mais il se distinguait par son intérêt profond pour les comportements humains. Les professeurs voyaient alors en lui un brillant criminologue en devenir. Le fait est que, en effet, Édouard était un élève brillant, et probablement un futur psychologue de renom. Du moins, disons qu'il aurait pu. Comme en chacun d'entre nous, il y avait une part d'ombre en lui, une sorte de côté obscur. Cependant, dans son cas, cette part d'ombre était d'une profondeur à ce point abyssale qu'elle a, je crois, fini par l'engloutir tout entier. Si Édouard avait commencé à étudier la criminologie, ce n'était pas pour aider la police à coincer des criminels, mais plutôt pour s'analyser lui-même. Cette conviction m'est apparue lors de la présentation de sa thèse, au cours de laquelle il tentait de démontrer que la sociopathie n'était pas innée, mais acquise. En d'autres termes, il voulait prouver que n'importe quel individu sain d'esprit peut devenir un psychopathe, et ce, à cause de certains facteurs extérieurs. Il prenait comme exemple John Wayne Gacy, dans la cave de qui on avait retrouvé les squelettes de plus de 30 enfants. Selon lui, les maltraitances du père de Gacy, et notamment envers sa sexualité, avaient contribué à faire de lui un tueur en série prolifique. Il détaillait ensuite le cas de Andrei Chikatilo, dont le frère aîné avait été dévoré par des villageois affamés lors d'un hiver particulièrement rigoureux en URSS, faisant de lui un tueur d'enfants cannibale. Sa thèse n'avait pas convaincu grand monde, mais il avait tout de suite réussi ses études et s'est installé à son compte en tant que consultant en criminologie. Cette question avait dû le tarauder durant les années qui suivirent, comme on retrouve aujourd'hui son nom dans la liste des participants à des conférences et des congrès sur le sujet. Son nom apparaît également, et à de nombreuses reprises, dans des listes de patients de différents psychiatres. Ces derniers rapportent qu'Édouard venait les voir car il avait l'impression d'être un psychopathe en devenir. Il apparaît assez évident aujourd'hui que Édouard n'avait rien d'un sociopathe. Les psychiatres sont unanimement formels à ce sujet. Rien dans sa personnalité n'indiquait qu'il puisse être un potentiel tueur en série incapable d'empathie. N'importe qui aurait été soulagé d'apprendre qu'il n'était pas un psychopathe, mais pas lui. Selon les psychiatres, il avait même l'air déçu de ne pas correspondre à cette définition.
J'ignore de quel genre de pathologie mentale étrange il souffrait pour désirer à ce point devenir une telle personne. Mais à l'évidence, il y tenait plus que tout. Et il a tout fait pour y arriver. Ses notes personnelles, récupérées dans des carnets ou dans des fichiers sur son ordinateur, évoquent un ensemble de traumatismes extrêmes pour la psyché qui conduirait n'importe quel individu à devenir un psychopathe. Cela comprenait des douleurs physiques extrêmes, des insomnies effroyablement longues et des séances de destruction de confiance en soi, qu'il semblait s'infliger en rencontrant des religieux extrémistes dans les asiles. Je présume qu'Edouard se les ait infligés à lui-même. C'était peine perdue, car il était déjà adulte et que sa personnalité était déjà formée. Il était impossible que cela fonctionne. Au pire, il souffrirait de dépression ou de stress post-traumatique. Ça n'aurait pas dû marcher. L'assiduité dont il faisait preuve et les liens sociaux qu'il avait tissés avec d'autres personnes étaient contradictoires avec la personnalité d'un psychopathe. Ça n'aurait pas dû arriver. Edouard n'était qu'un type normal aux idées un peu bizarres. Pas un psychopathe, pas un monstre. Et pourtant, il y est parvenu. Edouard est devenu un psychopathe. Les psychiatres qui l'ont analysé après son arrestation sont formels. La personnalité d'Edouard est anormalement psychotique, incapable de ressentir la moindre forme d'empathie. Il cumule, en outre, tout ce qu'il y a de pire en termes de vices dans l'humanité, comme en témoignent les restes de ses victimes. Au total, 17 femmes et 8 enfants, en majorité des garçons, ont été tués. Cependant, lorsque les policiers ont interrogé Edouard à ce sujet, il a affirmé qu'il faudrait ajouter un décimal pour être proche du compte. Selon les médecins légistes, il aurait fait subir à ses victimes les pires atrocités qu'on puisse imaginer, cumulant des viols successifs, des séances de torture physique et psychologique, avant de les assassiner avec une violence inouïe. Edouard aurait ensuite continué à violer leurs cadavres et les aurait découpés pour les manger. Il a également avoué consommer leurs excréments et leur urine et les avoir forcés à en faire de même. Lorsqu'il ne torturait pas les autres, il se scarifiait, avec une préférence pour les régions pelviennes. Meurtrier, kidnappeur, violeur, pédophile, cannibale, coprophage, nécrophile, urophile, rien de tout cela ne correspondait à la définition du Edouard que j'ai connu. C'était comme si sa personnalité s'était complètement effacée au profit d'une autre. Effroyable. Aujourd'hui, Edouard est enfermé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Il est tout seul dans sa cellule depuis qu'il a tenté de faire de son codétenu un monstre tel que lui. Il lui infligeait des blessures effroyablement douloureuses et détruisait progressivement sa confiance en lui. Le malheureux s'est suicidé peu après son changement de cellule. Au final, je crois qu'Edouard a fini par répondre à sa propre thèse. La sociopathie peut être acquise. Sa démonstration, lui-même. Edouard a cherché à devenir un psychopathe, et il y est brillamment parvenu. Vous avez du mal à rester réveillé. Vous essayez désespérément de réviser pour un examen, ou finir un devoir de dernière minute que vous avez repoussé tout le week-end, et il est maintenant 3 heures du matin, et vous êtes absolument épuisé. Ou peut-être étiez-vous récemment dans un état similaire, et vous cherchez une solution. Eh bien mes amis, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour apaiser votre esprit fatigué. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de gagner un jeu. Préparer ce jeu est relativement simple. Tout ce dont vous avez besoin est un sablier, une bougie et un marqueur. Permettez-moi de préciser une chose, vous aurez besoin d'un vrai sablier qui met 1 heure à s'écouler, et pas ces stupides jouets en plastique que l'on trouve dans une boîte de céréales ou de jeux de société. Avant de commencer à jouer, testez votre sablier pour vous assurer qu'il met 1 heure, ou légèrement plus, pour écouler complètement le sable d'un côté à l'autre. Le fait qu'il mette légèrement plus d'1 heure vous aidera, mais s'il met trop de temps, ou pas assez, vous rencontrerez des complications pendant le jeu. Vous devez également être complètement seul dans la pièce. Lorsque vous êtes prêt à jouer, choisissez n'importe quelle pièce pouvant être scellée, ce qui veut simplement dire que toutes les entrées et fenêtres peuvent être fermées. Toutes les horloges et autres dispositifs de mesure de temps doivent être retirés de la salle au préalable, sinon, le jeu ne pourra pas commencer. Le sablier sera votre seul outil de suivi du temps, d'où l'importance d'avoir un sablier précis. Tout ce qui possède un affichage électronique doit également être retiré. Cela inclut les téléviseurs, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Si vous décidez de les laisser dans la salle,
Vous subirez un énorme désavantage pendant le jeu. Vous pouvez commencer le jeu à 20 h. Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est bien scellée. Tirez les rideaux pour bloquer toute lumière extérieure, puis dessinez une forme de sablier tout simple à l'arrière de l'une de vos mains. Assurez-vous de bien vous rappeler de quelle main il s'agit, puisque vous serez principalement dans le noir pendant le jeu. Allumez la bougie, éteignez les lumières, puis asseyez-vous sur le sol avec les 3 objets précédemment mentionnés à portée de main. Une fois prêt, tournez le sablier pour que le sable commence à s'écouler. La seule source de lumière devrait être votre bougie. Maintenant, criez quelque chose du genre « Je ne suis pas fatigué et je refuse de m'endormir ». Puis, fermez les yeux, comptez jusqu'à 10 et ouvrez-les à nouveau. Vous n'en serez pas tout à fait certain, mais quelque part dans la pièce, il vous semblera apercevoir le contour sombre d'un homme. Vous avez à présent commencé le jeu, et votre adversaire n'est autre que le maître du sommeil lui-même, le marchand de sable. Ne le provoquez pas, et ne lui adressez pas non plus la parole. Vous l'avez défié, et d'une certaine manière insulté sa profession. Il n'est donc pas de très bonne humeur, pour le moins que l'on puisse dire. Voici donc les règles du jeu. Votre tâche est de rester éveillé le plus longtemps possible, jusqu'à 8 h au maximum, ce qui vous mènera donc à 4 h du matin. Toutes les heures, vous devez retourner le sablier pour le réinitialiser, et continuer le jeu. À chaque fois que vous le retournez le sablier, vous pouvez prendre le marqueur et dessiner un trait sur le bras sur lequel se trouve le dessin de sablier. Si vous vous trompez de bras, il y aura des conséquences, que je vous expliquerai plus tard. Et ne pensez pas que vous pouvez vous contenter de retourner votre sablier 8 fois très rapidement. Au juste, dessinez 8 lignes sur votre bras, l'heure doit passer pour que la magie s'opère. Si vous ne parvenez pas à retourner le sablier avant que le dernier grain de sable ne s'écoule, ou si vous succombez au sommeil, vous perdrez. Pendant ce temps, le marchand de sable déploiera autant de manœuvres que possible pour vous endormir ou vous faire abandonner. Vous voyez, la moitié inférieure de votre sablier, à tout moment, représente son pouvoir. Plus il y aura de sable dedans, plus son influence sera forte. Presque immédiatement après le début du jeu, vous commencerez à vous sentir somnolent. C'est l'effet de sa simple présence. Si vous ne pouvez pas l'endurer, arrêtez immédiatement de jouer. Pendant la première heure, il ne fera pas grand-chose. Il peut marcher autour de la pièce, mais il ne vous touchera pas et ne vous parlera pas. Même si vous essayez de parler à cet être, ce que vous devriez éviter de faire, il n'y aura aucune réponse. Ne vous déplacez pas non plus de là où vous êtes pour vous approcher de lui. Plus vous serez près de lui, plus vous deviendrez somnolent. Et si vous n'êtes pas à côté de votre bougie, il pourrait l'éteindre pour que vous dormiez. Ne vous laissez pas distraire pendant ce temps. Vous risqueriez de perdre de la notion du temps et d'oublier de retourner le sablier à temps. Le marchand de sable peut aussi fausser votre perception du temps écoulé, mais il ne peut pas affecter le sablier. Gardez donc votre attention fixée sur l'objet et votre meilleure chance de gagner. Petite précision, si vous essayez de quitter la pièce, vous constaterez que les portes sont toutes verrouillées et que les fenêtres ne révèlent qu'une obscurité infinie et impénétrable. Une fois que vous avez passé la première heure, le marchand de sable peut se moquer, mais restera dans la pièce. À présent, il va commencer à vous jouer des tours. Il a vu que vous allez être difficile à battre. Vous pourriez entendre des sons de boîte à musique et de harpe au loin, qui vont se rapprocher jusqu'à être parfaitement audibles et réconfortantes. Résistez à l'envie de fermer les yeux et d'écouter. Votre corps se fatiguera de plus en plus à l'approche de la 2e ou la 3e heure, en fonction de l'humeur du marchand de sable cette nuit-là. À ce stade, il s'adressera à vous avec plusieurs voix. La voix douce d'une jeune fille, le rire tremblant et sage d'un grand-parent, ou peut-être même les mots aimants, reconnaissables entre tous de votre propre mère. Ils vont essayer de vous féliciter d'avoir survécu aussi longtemps contre le marchand de sable, d'avoir bravé des jours et des nuits sans sommeil pour gagner ce jeu. Des murmures de berceuses et de comptines vous empliront la tête, mais vous savez très bien à qui vous avez affaire. Ne dites rien et ignorez les voix. Peu importe à quel point elles semblent réelles, ne les écoutez pas, ne vous endormez pas. Si vous avez réussi à atteindre la moitié du jeu et avez maintenant 4 traits sur votre bras, vous serez complètement épuisé et le marchand de sable sera complètement furieux. Il manipulera votre environnement encore plus qu'avant et commencera à utiliser de nouvelles tactiques pour vous faire succomber au sommeil. Au lieu d'essayer de vous bercer pour vous endormir, il vous attaquera. Des hallucinations se produiront alors. Vous verrez des images horribles de corps pendant du plafond
éclairé par une lumière d'origine inconnue. La pièce commencera à se resserrer, puis à s'étendre, puis à se resserrer à nouveau, et ainsi de suite. Un murmure à votre oreille se transformera en un hurlement provenant d'un être invisible. Déjà affaibli par le manque de sommeil, votre énergie sera drainée par ces terreurs. Vous ressentirez des pics d'adrénaline, certainement, mais le marchand de sable est rusé. Il les chronométrera de manière à ce que vous ne puissiez survivre à l'heure suivante en étant simplement anxieux. Il attendra que votre état émotionnel soit tombé encore plus bas. Et puis bam, 2 pieds pourris se balancent tout près de votre visage. Vous pouvez crier autant que vous voulez, vous pouvez le supplier d'arrêter, mais cela ne fera qu'épuiser plus rapidement vos dernières ressources d'énergie. Autre trait marquant, les 6 heures, les hallucinations se balanceront entre horreur et réconfort. D'un côté, le marchand de sable fouillera votre cerveau pour retrouver et vous faire vivre tous les cauchemars qui vous ont causé des sueurs froides pendant d'innombrables nuits. Et de l'autre, vous serez inondé de pensées vous poussant vers l'inconscience du sommeil, affirmant que vous vous êtes bien défendu et qu'il est maintenant temps de profiter d'un repos bien mérité. Des images de lits chauds et douillés vous envahiront, un oreiller fait de la plus douce des fourrures et de plumes. Les mélodies des harpes et des boîtes à musique vous submergeront, vous rendant sourd à tout ce qui vous entoure. Dans ces états, vous seriez enclin à accueillir le sommeil à bras ouverts. Mais secouez-vous. Avez-vous regardé le sablier ? Assurez-vous que ces terreurs et ces manigances ne vous distraient pas. C'est pour cette raison que vous ne devez pas parler au marchand de sable. Le moindre minuscule détail que vous révélerez à votre sujet, il l'utilisera contre vous. C'est à ce moment-là que les appareils électroniques, si vous en avez laissé dans la pièce, peuvent devenir un énorme problème. Ils s'allumeront, qu'ils soient alimentés ou non. Et si vous regardez leurs images envoûtantes trop longtemps, vos paupières s'affaisseront et votre corps s'effondrera au sol. Si vous vous êtes contenté de retourner les écrans au lieu de les sortir de la pièce, le marchand de sable les tournera vers vous pour que vous puissiez avoir une meilleure vue. Les rideaux peuvent s'ouvrir sur une aube brillante ou un ciel bleu et clair, mais les seules vérités dans cette pièce sont votre bras et le sablier. À moins que vous ayez 8 traits, le jeu n'est pas terminé. Utilisez les dernières forces qu'il vous reste pour retourner ce sablier. Tâche devenue une corvée presque insurmontable à cause de l'immense influence du marchand de sable. Tracez un trait le long de votre bras avec le marqueur, même si vous avez l'impression de tenir une lame qui vous lacère le bras. Au cours de la dernière heure, le marchand de sable commencera à s'adresser à vous directement, vous posant des questions qui semblent simples au premier abord. Mais dans votre état, vous n'arrivez même pas à vous rappeler combien font 2 plus 2. Une question est la chose la plus difficile à faire sortir de la tête. Ne la laissez donc pas entrer. Couvrez-vous les oreilles et contentez-vous d'observer le sablier. Gardez ses yeux ouverts. Ne vous endormez pas. Si la question réussit à se frayer un chemin dans votre tête, vous commencerez à y penser, ajoutant encore plus de stress et vous vidant du peu de volonté qu'il vous reste. Respirer peut devenir difficile, comme si quelque chose comprimait vos poumons, ou que l'air était soudainement devenu dense et épais. Le marchand de sable deviendra également violent, vous attrapant et vous jetant à travers la pièce, vous laissant ainsi ramper jusqu'au sablier avant que le temps ne soit écoulé. Si vous réussissez à apercevoir son visage, cela pourrait être suffisant pour engendrer un cauchemar si terrifiant qu'il vous hantera, empêchant vos yeux de se fermer. Il n'y aura aucun trait facial distinct, à l'exception de 2 yeux ensanglantés aux paupières arrachées des orbites, regardant à l'infini. Si vous n'arrivez plus à lutter, à tout moment avant la 8e heure, prenez le sablier et brisez-le de toutes vos forces. Les 2 sections doivent être cassées pour que le jeu se termine. Pour votre bien, j'espère que vous avez choisi un sablier en verre. Quiconque ayant atteint la 7e heure du jeu n'a jamais eu la force de le briser. Ils ont soit continué, soit ils se sont abandonnés à leurs rêves. Vous ne recevrez aucune récompense si vous terminez le jeu de cette façon, en dehors du fait d'éviter la rage et le courroux du marchand de sable. Mais si vous réussissez à atteindre la 8e heure sans succomber, vous n'aurez pas besoin de retourner le sablier une nouvelle fois. Tracez simplement le 8e trait sur votre bras et fermez les yeux. Bien que vous ayez terminé la partie, vous ne pouvez pas encore plonger dans le sommeil. Il vous reste une ultime tâche à accomplir. Tout ce que vous devez faire est d'attendre que le marchand de sable ramasse le sablier et dise « Vous êtes bien adulte, maintenant. Dormez quand vous le souhaitez. » Ouvrez les yeux pour trouver le sablier disparu et la bougie éteinte. Vous pouvez succomber au sommeil à présent. Un sommeil de 12 heures, pour être précis. Le jeu met à rude épreuve votre esprit et votre corps.
Une bonne récupération est donc nécessaire. Mais c'est la dernière fois que vous aurez besoin de sommeil, ou du moins de cette durée, car une fois que vous aurez pleinement récupéré, vous serez capable de rester éveillé 1 heure supplémentaire pour chaque trait sur votre bras marqué. Selon votre sommeil habituel, cela veut dire que vous n'aurez besoin que d'une petite sieste, peut-être d'1 heure ou 2 tout au plus, mais pour certains, vous n'aurez plus jamais besoin de sommeil. Évidemment, vous pouvez toujours dormir si vous le souhaitez. Vous pouvez même rêver, mais vous ne ressentirez plus jamais de fatigue. Imaginez à quel point vous serez productif. Mais tout n'est pas rose. Si vous tracez des traits sur le bras qui n'est pas marqué par le sablier, vous aurez au contraire besoin de plus de sommeil. 1 heure pour chaque trait sur le bras non marqué pour être précis. Vous aurez besoin de plus de repos pour être capable de fonctionner le long de votre journée. Ces traits peuvent s'annuler avec ceux sur votre bras marqué, mais s'ils sont plus nombreux, cela veut dire que vous avez enduré toute cette souffrance pour en ressortir pire qu'avant. Et avec l'état délirant qu'engendre ce jeu, il est rare que l'individu moyen réussisse à placer tous ses traits sur le bras marqué. Je ne vous ai pas encore parlé de ce qui se passe si vous perdez. Si vous ne parvenez pas à retourner le sablier, le marchand de sable prendra tout le pouvoir, et avec un claquement de ses doigts, vous vous effondrerez au sol. Vous dormirez également 12 heures pour récupérer, mais ce sera le pire sommeil que vous ayez connu. Le marchand de sable s'en assurera personnellement. Les pires cauchemars inonderont votre esprit, vous laissant incapable d'y échapper en vous réveillant, trempé de sueur froide, mais soulagé. Tout ce que vous pourrez faire, c'est endurer la torture d'un rêve qui semblera durer des années. Et quand vous reprendrez enfin conscience le lendemain, vous serez là, allongé sur le sol de la pièce, les traits toujours sur votre bras, et le sang coulant à flot de là où vos paupières se trouvaient quelques heures plus tôt. Vous avez dit que vous refusez de fermer les yeux et vous endormir. Le marchand de sable a simplement exaucé votre souhait. Ce texte fut retrouvé dans un fichier nommé, avec une imagination sans borne, monjournal.rtf. Un simple journal écrit sous une vieille version de Word et sans mise en page particulière. Visiblement, écrit à titre personnel. Par respect pour l'auteur disparu, la façon dont son fichier a été retrouvé restera secrète. 22 septembre 2010, 15h35. Bonjour cher journal. Bien que tu n'existes pas, je vais me présenter. Ça me fera rire quand je me relirai dans quelques années. Je m'appelle Vincent Vince, j'ai 25 ans, et je suis un chômeur longue durée. J'ai récemment été renvoyé de mon université d'études scientifiques car mes professeurs me trouvaient trop étrange, trop underground pour eux. Ils ne comprennent pas mon génie, ces idiots. Ah, et je suis célibataire aussi. Et ça, j'ai un peu honte de le marquer ici. Mais je me fiche de leur avis. J'ai mes propres idées, et qui rira bien, qui rira le dernier. En plus, j'ai pu récupérer du matériel en partant. Revenons-en à moi. J'habite une petite maison reculée dans une région forestière du centre-est de la France. Mes parents me l'ont gentiment achetée en titre de dernier cadeau. Elle tombe un peu en miettes, il y a des araignées et il fait froid, mais c'est ma maison à moi. Comme à chaque automne, le temps est merdique. Il pleut depuis ce matin et il n'y a aucun rayon de soleil dehors. C'est déprimant. Et la télévision allumée dans le salon n'arrange rien. Quand je regarde par la fenêtre qui se trouve non loin de mon bureau, je ne vois que du gris et du vert gris de forêt. Bon, j'ai des projets scientifiques, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Et je n'ai pas envie de m'ennuyer en relisant mon journal. On dirait du Proust. 22 septembre 2010, 16h40. J'ai mangé un truc en regardant un téléfilm. Vous voyez les téléfilms de merde qui passent sur M6 ? J'en suis rendu à ça pour m'occuper. Je pourrais bien jouer en ligne, mais ma connexion me permet juste d'aller sur le net. Mon ping est trop élevé pour pouvoir jouer à Counter-Strike, WoW ou autre. Mais c'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des projets. Après avoir lu des trucs sur internet, avoir étudié à l'université, grâce aux bouquins, je vais essayer de créer de nouvelles espèces de vie dans un environnement créé par mes soins, dans ce que j'ai nommé le bocal. Le bocal est une grande cage en verre au mur lisse. Elle possède des petits trous pour l'aération sur le dessus. Elle fait environ 2 mètres de hauteur pour 4 à 5 mètres de long et de large. Et il y a une porte en verre sur une des faces. J'ai construit ça moi-même,
et j'en suis fier. Je vais aller chercher de la terre, mousse et autres machins locaux. Pour une fois, je remercie la pluie. C'est très bon pour trouver des insectes, des champignons, etc. 23 septembre 2010, 4h21. Eh ben, enfin fini. J'ai passé toute la nuit à récolter des formes de vie pour les placer dans le bocal. Grâce à mes talents d'ingénierie, j'ai pu en faire une sorte de serre avec un diffuseur d'atmosphère humide et riche en oxygène. Saviez-vous, cher journal, que dans le Carbonifère, époque révolue, il y avait des araignées d'1 mètre de diamètre? Et c'était en partie grâce à la teneur en oxygène. Je vais aller dormir un peu. 23 septembre 2010, midi 10. Mes petites bêtes se portent bien. Je détaille ce que j'ai ajouté dans le bocal. Des champignons locaux que j'ai pris au hasard, l'humidité et l'oxygène vont les faire repousser en masse dans le bocal. Des petits insectes comme des coléoptères, araignées et autres machins à pattes ou sans pattes. Quelques insectes volants aussi. Des plantes diverses, donc de la mousse, de la mauvaise herbe et tout. Bon, ça ressemble à une sorte de mini-forêt marécageuse jungle, mais c'est grouillant de vie. Apparemment, les bestioles se plaisent bien là-dedans. Je suis impatient de voir ce que mon petit cocktail d'air modifié que cette vie respire va leur offrir. 25 septembre 2010, 15h30. Nouvelle journée grisâtre en perspective. Sauf que j'ai le bocal à regarder. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il se situe dans ma pièce à expérience, pas loin de mon salon. J'ai déplacé mon bureau devant le bocal pour pouvoir constamment regarder le petit écosystème que j'ai créé de mes mains. J'ai ajouté un peu plus d'oxygène dans l'air de la mini-serre. Le tout y est présent de plus ou moins 55%, comparé au 21% moyen dans l'atmosphère terrestre. Au centre du bocal, il y a une sorte de petite mare qui se remplit quand je fais pleuvoir artificiellement le plafond du bocal. Une fois par jour, pour créer un climat très humide, très riche en oxygène. Les champignons poussent à vitesse grand V, et les plantes se portent bien. Les insectes grouillent un peu partout. J'en reparle d'ici quelques jours pour dire ce que ça donne. 1er octobre 2010, 13h20. Il fait toujours aussi gris dehors. Alors, il y a eu du nouveau pour le bocal, et du grand nouveau avec un grand G et un grand N. Haha. Les champignons atteignent presque la moitié de la hauteur du bocal. J'ai réussi à faire grandir la vie. Je suis si brillant. Sans parler des insectes. Ils sont à présent plus ou moins 2 fois plus grands. Mais loin des plus grands de leur espèce. J'ai pas pris des migales non plus. Et semblent un peu plus intelligents. Plutôt que d'être indépendants, ils commencent à se réunir en communauté. Un peu comme les fourmis. Ils font des petits trous dans le sol pour se cacher quand il pleut. Je pense éventuellement aller chercher des formes de vie de l'extérieur du bocal pour voir comment celles du bocal vont réagir. 2 octobre 2010, 16h45. Poète, cher journal. J'ai fait ce que j'ai dit. J'ai profité d'une accalmie pour aller chercher quelques insectes dans la forêt. Puis, je les ai placés dans le bocal. Il s'est passé des choses étranges. Les habitants à pattes du bocal refusent l'accès de leurs petits trous à leurs nouveaux amis. Il leur arrive même de les menacer, voire de les tuer pour les manger. Ce qui a conduit une partie des nouveaux arrivants à se regrouper eux aussi. Pour le moment, les deux communautés partagent leur nourriture, allant en chercher chacun dans leur coin. Il y a assez de plantes et de champignons pour tout le monde. L'air que je leur ai fait respirer les rend intelligents. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. 3 octobre 2010, 14h02. Malheureusement, la première communauté d'insectes, plus grande que la deuxième récemment implantée, commence à avoir envie de chair fraîche, et commence à attaquer la deuxième communauté. C'est étonnant de voir des araignées et coléoptères et autres insectes travailler ensemble. Certains des plus grands insectes commencent à avoisiner les 20 cm, et je ne rentre plus dans le bocal sans ma combinaison botanique. C'est marrant de voir des champignons faire la moitié de notre taille. Les insectes viennent me voir avec une certaine curiosité. 6 octobre 2010, 17h50. Ça se complique. La deuxième communauté a totalement été exterminée par la première, et la taille des insectes a encore doublé. Ils font à présent la hauteur d'un Yorkshire, et deviennent agressifs quand j'entre dans le bocal. Je pense que je vais devoir tuer tout cet écosystème. Je vais aller injecter le gaz dans l'atmosphère. Mais ça ne sert à rien que j'écrive ça. Je vais détruire ce fichier et tout le matériel. Je pense que l'humain ne doit pas jouer avec certaines choses. 6 octobre 2010, 19h06. J'ai parlé trop vite.
Le gaz ne leur fait rien. Je les ai rendus tellement solides et modifiés que leur corps assimile ça comme une sorte d'oxygène. Ils ont l'air de se douter que j'ai voulu les tuer, et lorgner les murs en verre du bocal avec un air méchant. Je n'ose plus rentrer dedans. Je commence à être un peu inquiet. Je vais couper leur oxygène, normalement ça va les étouffer. Mais au cas où, je vais aller voir dans la cave s'il n'y a pas un produit qui pourrait les tuer à coup sûr. J'emporte mon PC portable pour vérifier avec internet. 6 octobre 2010, 19h40. Apparemment, le manque d'oxygène ne leur a pas plu. Je les entends depuis la cave taper contre les murs en verre du bocal. J'ai entendu un grand bruit, puis plus rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Peut-être que le manque d'oxygène a fini par les tuer. Je vais aller voir. 6 octobre 2010, 21h10. Au moment où j'ai voulu sortir de la cave, j'ai entendu des grattements sur la porte. Je suis piégé, on dirait. Je vais attendre qu'elles partent dans la forêt. Elles vont finir par se lasser. Enfin, j'espère. 8 octobre 2010, 15h. Elles savent que je suis ici. Je commence à avoir très soif. Il n'y a pas de sortie ou d'eau dans ma cave, et j'entends des coups contre la porte, c'est la fin. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû jouer avec la vie. Je pense que je vais me suicider. Je n'ai pas envie de me faire dévorer par une araignée géante, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Merde. La porte commence à céder, et je suis en face, et si vous voyez ce que je vois, vous seriez terrifiés. J'écris aussi vite que je peux. Je vois une immense chose, à 8 yeux rouges luisants me regarder depuis le haut des escaliers. Ce bruit est horrible. Elle arrive. Ils arrivent. Dehors, il pleut toujours. Le journal s'arrête net à cet endroit. Quand j'étais petit, je n'allais jamais chez mes grands-parents maternels, tout simplement parce que ceux-ci habitaient loin de chez nous, et que mon père ne voulait pas conduire longtemps. Je soupçonne également des problèmes familiaux dont ils ne m'ont pas parlé. Les seuls brefs souvenirs que j'ai, c'est ma grand-mère assise sur un fauteuil près de la porte d'entrée, en train de caresser un petit chien qui, je crois, mais je ne suis pas sûr, s'appelait Jamie. Sur cette scène que j'avais en tête, ma grand-mère avait un air très triste, très fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette scène en tête, surtout qu'il n'y avait rien de bien intéressant. J'ai aussi le souvenir qu'une fois, j'étais à table, seul avec elle. Je ne sais plus du tout pourquoi. J'étais là-bas seul, sans doute qu'elle devait me garder. Je me souviens qu'elle m'avait donné une assiette vide et qu'elle me disait de manger. J'avais beau lui dire qu'il n'y avait rien dans mon assiette, mais elle me criait dessus. Du coup, j'avais dû faire semblant de manger. Elle restait assise devant moi, à me fixer sans cligner des yeux, avec un grand sourire. Puis d'un coup, elle s'est mise à frapper violemment la table avec sa tête. Je vous l'accorde, c'était très spécial. C'est les seuls souvenirs que j'ai vraiment d'elle. Des souvenirs nets, je veux dire, parce que j'ai des petits flashs par moments où je revois ma grand-mère en train de regarder la télé, ou encore parler à son petit Jamie. Rien de bien intéressant. En ce qui concerne mon grand-père, lui aussi je n'ai presque aucun souvenir. Le seul qui me vient quand je pense à lui, c'est quand il était dans la salle de bain. Il regardait le miroir et me disait que je devais le regarder se raser pour apprendre, car ce n'était pas mon imberbe de père qui allait m'apprendre à me raser comme un homme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire imberbe. Moi, j'étais assis sur le rebord de la baignoire, et je le regardais se raser avec un rasoir lame, pas les rasoirs jetables du genre Bic. Il mettait la mousse à l'aide d'un blaireau, puis il s'est mis à le sucer. Oui, il suçait son blaireau plein de mousse. Je me souviens m'être demandé pourquoi il faisait ça. Même en étant gamin, je savais que ce qu'il faisait était très étrange. Mais ça, ce n'est pas le pire, parce que je crois, mais je ne suis pas sûr, je me souviens pas très bien, qu'il s'est rasé la langue. Enfin, quand je dis raser, c'est pour ne pas dire tailler. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr. Je crois me souvenir du lavabo plein de sang, et ma mère qui me tirait par le bras pour me faire sortir de la salle de bain en pleurant. Et je crois aussi que mon grand-père m'avait regardé et avait passé sa langue pour me faire une grimace, et elle était comme une langue de serpent, coupée en deux. Mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Mon esprit a peut-être transformé énormément de choses, et j'étais enfant. J'ai peut-être cru voir ça alors qu'en réalité, il n'avait vraiment rien fait. En tout cas, on n'en a jamais parlé avec mes parents. D'ailleurs, on ne parlait jamais d'eux. Mes parents évitaient à tout prix le sujet, et les rares fois où j'ai demandé de leurs nouvelles, ma mère est partie dans sa chambre en pleurant. Mon père, dans ces cas-là, me disait qu'elle était simplement triste pour une raison ou pour une autre. J'aurais aimé en savoir plus, et peut-être que j'aurais dû insister auprès d'elle, car maintenant,
je ne peux plus lui poser la moindre question, ni à mon père d'ailleurs. Ils sont morts dans un accident de voiture. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes grands-parents jusqu'il y a 2 mois. J'étais chez moi et j'ai reçu un coup de téléphone, à un numéro privé. Je ne décroche jamais au numéro privé. Je me disais que si c'était important, il laisserait un message sur le répondeur. Mais à chaque fois, ça rappelait, sans laisser le moindre message. Du coup, j'ai quand même décroché. À peine j'avais décroché le téléphone, que j'ai entendu une voix de vieille femme qui m'a dit « Ton grand-père est malade. Viens, il a besoin de toi. » Puis ça a raccroché. J'ai été très surpris pour plusieurs choses. Déjà, elle ne m'avait pas dit qui c'était, ni rien. Je l'ai bien sûr immédiatement reconnu, mais ça m'avait dérangé. Ensuite, la rapidité du message. Je n'avais même pas eu le temps de dire un mot qu'elle avait raccroché. Et pour finir, comment ma grand-mère avait eu mon numéro. C'était un nouveau téléphone, avec un nouveau numéro, et je ne lui avais pas donné d'ailleurs. J'ignorais également son numéro. Et pourquoi m'appeler en privé? Bref, j'avais plein de questions en tête, mais aussi je me demandais qu'est-ce qu'avait mon grand-père? Pourquoi m'appeler moi et pas un médecin? Bref, je me posais plein de questions et des souvenirs me sont subitement revenus. Dont un, particulièrement marquant. J'étais en train de regarder la télévision, je ne me souviens pas trop du programme, mais je crois qu'il y avait un pirate et un squelette, et c'était assez bizarre, mais bon, ce n'était pas aussi bizarre que ce que je voyais dans le reflet de la télé. Je voyais ma grand-mère juste debout derrière moi, et mimait le geste de se suicider avec une balle dans la tête. Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça. Plus je me plongeais dans mes souvenirs, moins j'avais envie d'y aller. Je cherchais une excuse à dire, quelque chose. Mais d'un côté, je me disais que peut-être j'avais imaginé tout ça. Peut-être que mon grand-père était réellement très malade et qu'ils avaient besoin d'aide. J'avais très mal à la tête et il fallait que je trouve une solution. Si j'avais eu des frères et sœurs, je les aurais envoyés. Mais j'étais fils unique. Alors que je me servais un verre de whisky, j'ai reçu un autre appel. Encore un numéro privé. Je n'osais même pas décrocher. J'ai laissé sonner, mais ça a recommencé à sonner encore et encore. J'ai donc fini par décrocher. Jamie n'est plus là, tu sais. Papy l'a tué la semaine dernière. Il l'a fait parce qu'il était devenu étrange, tu sais. Un peu comme Marie. Je ne sais pas si tu te souviens de Marie. Puis, elle a rigolé et a raccroché. Je ne savais pas pourquoi elle me disait ça, ni même qui était cette Marie. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'était que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais décidé à ne pas y aller. Mais après 2 ou 3 verres d'alcool, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, elle était en pleurs et me disait qu'elle avait froid, mais que quelqu'un était dans la maison avec elle. Puis encore une fois, ça a raccroché. J'étais obligé d'y aller, ne serait-ce que pour avoir la paix avec elle. Le lendemain, j'étais parti pour 8 longues heures de route. Pendant que je conduisais, je me demandais s'ils avaient beaucoup changé, parce que d'après mes souvenirs, ils étaient déjà très vieux physiquement, et je me demandais aussi si la maison avait changé, si c'était toujours la même télé cathodique, etc. Plus j'approchais de la destination, plus je sentais une boule d'angoisse grossir en moi. Puis j'arrivais enfin, devant la maison, en pleine nuit. Je regardais la maison, et je n'y croyais pas. Rien n'avait changé. D'autres souvenirs me venaient en tête. Je me voyais petit, en train de jouer à la balle sur la pelouse, devant, pendant que ma grand-mère me regardait par la fenêtre. Ma mère était assise sur la marche de la porte d'entrée, en pleurs, au téléphone. J'avais beau regarder, tout était comme dans mon souvenir. Même mon ballon était toujours là. C'était incroyable. Je crus percevoir une ombre humaine devant la fenêtre, qui était fixe. Ça devait être ma grand-mère qui m'attendait. Je suis alors sorti de la voiture, et j'ai avancé vers la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu le temps de frapper à la porte que celle-ci s'est ouverte. Elle n'avait pas changé. Elle était exactement comme mes souvenirs. Quand elle m'a vu, elle a fait un grand sourire édenté et a tendu ses mains vers moi, toute tremblante. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de me voir et m'a fait entrer. L'intérieur également était comme dans mes souvenirs, sauf que je sentais une odeur épouvantable, une odeur d'animaux morts. Mais à part ça, tous les meubles étaient les mêmes, les tapisseries également. J'étais même sûr que la vieille robe grisâtre et sale que ma grand-mère portait était la même. Elle m'a proposé un thé, que j'ai refusé, et elle m'a dit que grand-père était dans la chambre et qu'il dormait pour le moment, et que je pourrais le voir le lendemain. Qu'en attendant, je pouvais dormir dans mon ancienne chambre où je dormais quand j'étais enfant. Je voulais refuser également, mais la route m'avait épuisé. J'ai donc grimpé les escaliers, dans le noir, ma grand-mère me regardant avec son grand sourire qui me mettait mal à l'aise, jusqu'à ce que j'atteigne l'étage.
La porte de la chambre était en face de moi, mais j'avais peur de l'ouvrir. Mon cœur battait très fort. J'ai regardé en bas des escaliers, et ma grand-mère n'était plus là. J'hésitais vraiment à entrer dans la pièce, ou à quitter la maison. Alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone s'est mis à sonner, ce qui m'a fait sursauter. Mon cœur battant encore plus vite, j'ai pris mon téléphone, et mon cœur s'est comme arrêté quand il l'a vu sur l'écran. Numéro privé. J'ai décroché en tremblant, en sachant qui serait en ligne. Ne reste pas planté là, va te coucher mon grand. Puis ça a raccroché. J'ai regardé une nouvelle fois derrière moi, et ma grand-mère était là, un téléphone portable à la main, et me faisait des grands signes avec ses bras comme pour me dire au revoir. Son visage, seulement éclairé par la lumière du téléphone, était vraiment sinistre. Elle n'avait rien d'une grand-mère accueillante. Mais je me disais que j'étais fatigué, et que le lendemain, à la lumière du jour, j'aurais un autre avis. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La pièce était exactement la même que je me rappelais. Il y avait les petits avions accrochés au plafond, les coffres à jouets, le petit lit, le portrait de ma mère accroché au-dessus de celui-ci. J'ai appuyé sur l'interrupteur de la lumière, mais ça ne fonctionnait pas. La pièce était éclairée uniquement avec la lumière jaunâtre du lampadaire de la rue, ce qui donnait à cette chambre une ambiance sinistre. J'ai avancé vers le petit lit et j'ai décroché le portrait de ma mère du mur, puis je me suis assis sur le lit pour le regarder. Je me demandais pourquoi j'étais venu, et qu'est-ce qu'il s'était passé ici pour que ma mère coupe les ponts avec eux. Alors que j'étais dans mes pensées, j'ai comme entendu un grattement derrière la porte de la chambre. J'ai écouté, et j'ai entendu des pas qui s'éloignaient. C'était sans doute ma grand-mère qui écoutait si tout allait bien. Son accueil m'avait fait un peu peur, en même temps c'était la nuit, et j'étais très fatigué. Ça a peut-être joué. J'ai posé le cadre avec la photo de ma mère, et je me suis allongé sur le petit lit, sans même prendre la peine d'enlever mon blouson. Le lendemain, ou plutôt quelques heures après, je me suis réveillé, et je suis descendu voir si mes grands-parents étaient réveillés également. La maison, avec la lumière du jour, était quand même assez sinistre. Il faisait très sombre. Ma grand-mère avait installé des épais rideaux noirs aux fenêtres. Je me suis dirigé vers la cuisine, d'où sortait une odeur agréable de café. Quand je suis arrivé dans la pièce, ma grand-mère était de dos, en train de préparer quelque chose sur le plan de travail. Sans même se retourner, elle m'a fait montrer un coin de la table à manger, où était installé un bol rempli de café, ainsi qu'une assiette de pain beurré. Tout en m'approchant de la table sans dire un mot, je me disais que j'avais mal jugé ma grand-mère hier soir. Alors que j'approchais le bol de café de ma bouche, j'ai vu dans la boisson noire ce qui ressemblait à des cheveux. Avec une grimace de dégoût, j'ai pris ma petite cuillère et je l'ai pêché. Sauf qu'il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait énormément. Voyant ces grosses touffes de cheveux trempés de café que j'avais mis sur le côté de mon bol, je n'avais vraiment pas envie de continuer à prendre mon petit déjeuner. Je m'apprêtais à quitter la table quand ma grand-mère s'est approchée de moi, et j'ai vu avec horreur qu'il lui manquait d'énormes touffes de cheveux sur son crâne. Elle m'a demandé si je n'avais pas faim, ce à quoi j'ai répondu non, et que j'étais là pour voir grand-père, et que j'allais sans doute partir d'ici le lendemain matin. Elle s'est alors mise à pleurer et à tirer ses cheveux qu'elle s'empressait de mettre dans sa bouche et manger. J'ai d'abord été choqué, puis je me suis ressaisi, et je me suis levé pour l'empêcher de continuer. Elle avait tellement arraché ses cheveux qu'elle en saignait. Je lui ai dit de se calmer, et de s'asseoir, ce qu'elle a fait. Puis après une dizaine de minutes, où j'essayais de lui remonter le moral, elle se levait et m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. J'ai souri, je me demandais quelle serait ma surprise. Une petite voiture, une vieille console, une BD, bref, sans doute un truc qu'elle jugeait pour enfant. Je me suis levé pour la suivre, et elle m'a conduit dans le garage. Dès que je suis entré dans cette petite pièce, elle s'est mise à courir, enfin, à marcher vite, et elle a appris quelque chose sur l'établi de mon grand-père. Elle l'a caché derrière son dos, et m'a dit de fermer les yeux. Ce que j'ai fait, bien que je n'avais pas une confiance absolue, mais je voulais éviter qu'elle se refasse du mal. Quant à son signal, j'ai rouvert les yeux. J'ai failli pousser un hurlement. Elle avait mis devant mon visage le petit Jamie, leur chien mort. Sauf que là, il était comme empaillé, mais en très mauvais état. Ses yeux étaient crevés, du sang avait séché partout sur son museau écrasé, et son corps avait des formes très étranges. J'ai reculé en arrière en demandant pourquoi elles avaient fait ça, et elle m'a dit en souriant que c'était pour ma surprise, que grand-père avait tué Jamie exprès pour s'entraîner, et pour lui apprendre à le faire également. Je n'en revenais pas. Grand-père avait tué le chien spécialement pour ça. Non, elle avait du mal à s'exprimer. Je lui ai répondu de laisser Jamie dans le garage et que je le prendrais quand je partirais. Mais elle m'a dit que ce n'était pas à moi. Elle était probablement dans un état second, donc je lui ai demandé de me conduire à grand-père. Ce qu'on a fait.
On s'est mis en route vers la chambre où il se reposait. Plus on s'approchait de sa chambre, plus ma grand-mère devenait bizarre. Elle parlait seule, chuchotait, en disant des choses comme « Je n'ai pas fait exprès, il faut le réparer ». Me demandant ce que j'allais trouver dans la pièce, j'ai ouvert, et je suis entré. L'odeur était épouvantable dans cette salle, ça sentait la merde et la pisse, et une autre odeur comme celle d'un cadavre d'animal. J'ai regardé le lit, et j'ai failli m'évanouir. Mon grand-père était assis sur le lit, mais il était dans un état à vomir. Son visage était rempli de sang. Ses yeux pendaient le long de son visage. Sa mâchoire était décrochée et sa langue pendait d'une manière épouvantable. Son corps était nu et son torse était ouvert et rempli à moitié de paille. Il y avait du sang partout. J'ai voulu partir, mais ma grand-mère me barrait la route. Elle m'a dit qu'elle avait fait comme il lui avait fait montrer, mais qu'elle n'avait pas réussi, que c'était pour ça qu'elle m'avait appelé. Elle voulait que je l'aide à le faire redevenir humain, comme il avait fait avec ma mère. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Elle m'a pris par le bras et m'a ramené dans une autre pièce. Et cette fois j'ai hurlé. Dans cette pièce, qui était un salon, il y avait le corps de ma mère assis sur le canapé. Le corps était dans une position complètement impossible, et son visage avait été maquillé de manière grossière. Pourtant, on pouvait voir l'état de décomposition du corps. Je me suis écroulé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, et elle m'a répondu que c'était parce qu'elle voulait la faire revivre, que c'était comme ça qu'il faisait dans l'autre monde. C'est à ce moment que j'ai compris, et que je me suis souvenu. L'autre monde. Quand j'étais petit, j'entendais souvent mes parents prier une sorte de divinité de l'autre monde, et ma mère s'est à de nombreuses reprises disputée avec eux à ce sujet. Je lui ai dit que l'autre monde n'existait pas, mais elle m'a répondu que parfois, elle sentait que l'ange de l'autre côté venait prendre possession de son corps, et que quand l'ange faisait ça, elle était bien. J'ai voulu partir quand j'ai entendu un bruit venant de la chambre de mon grand-père. Je me suis retourné pour voir ce que c'était. Et avec horreur, j'ai vu mon grand-père, ou du moins, le reste de son corps, en train de ramper par terre, chose qui était impossible normalement vu l'état dans lequel il était. Alors que je reculais, en n'arrivant pas à détacher les yeux de ce spectacle épouvantable, je l'ai vu essayer de se mettre debout. Mais à chaque fois, il s'écroulait en faisant un bruit horrible. Au même moment, j'ai vu Jamie venir en courant d'une manière impossible, en faisant des petits bonds. Il a sauté dans les bras de ma grand-mère, et celle-ci lui faisait des bisous en riant. Quand elle a embrassé le chien, des poils lui sont restés sur les lèvres. Je me suis relevé pour partir, et j'ai vu ma mère qui essayait de bouger, mais qui n'y arrivait pas. Elle tendait les bras vers moi, comme pour me demander un câlin. Et je l'ai entendu comme grogner, une sorte de cri plaintif. J'ai hésité à aller la rassurer, mais je me suis dit que non. Ce qui était là n'était pas ma mère. C'était tout sauf ma mère. Je me suis alors dépêché de sortir de cette maison en courant, et je suis parti dans ma voiture. Sur la route, je me demandais comment elles avaient fait pour réaliser ces horreurs. Est-ce que ces corps souffraient? Je ne sais pas si je dois y retourner pour mettre fin à leur seconde vie, ou si je dois faire comme si rien n'existait. Mon téléphone a sonné plusieurs fois en numéro masqué, mais je l'ai éteint. Cette fois, je ne veux plus l'entendre. Cette folle avait été déterrer ma mère, ce que j'avais vérifié en me rendant sur sa tombe, qui a été détruite, et le corps disparu. J'hésite entre appeler la police et me rendre là-bas pour tout détruire, et en apprendre plus sur l'autre monde. Il y a une semaine, en me promenant dans la forêt, j'ai entendu un chœur d'enfant chanter. C'était une très jolie mélodie, un peu mélancolique, qui m'a beaucoup ému. Je n'arrivais pas à en distinguer les paroles, on aurait dit des sons inarticulés. C'était tout de même très beau. J'ai cherché d'où pouvait provenir ce chant, mais je n'ai rien trouvé. Il faut dire qu'il y avait de la brume, et je ne voyais pas à plus de 3 mètres. Je ne voulais pas me risquer en dehors du sentier. J'ai appelé en direction de la mélodie, mais dès que ma voix a résonné entre les arbres, le chœur s'est tu. J'ai alors eu l'étrange impression que je n'aurais pas dû être là. Je me suis alors empressé de continuer mon chemin. Depuis, je ne suis pas retourné dans la forêt, faute de temps. Mais maintenant que c'est le week-end, je pense y retourner. En plus, il fait beau. Je pourrais pousser mes investigations plus avant dans les bois. J'ai pris des allumettes, du papier journal, ainsi que des saucisses à cuire dans un sac à dos. Je vais en profiter pour pique-niquer. Je vérifie que j'ai bien les clés de la maison. Je me suis déjà fait avoir un jour. Je suis prêt. J'y vais. Je viens d'entrer dans la forêt. Je longe le sentier. Comme il y avait du brouillard la dernière fois,
je suis incapable de me rappeler à quel endroit j'ai entendu la mélodie. Tout en explorant, je me demande pourquoi un chœur d'enfants chanterait en pleine forêt. C'était peut-être une sortie scolaire, ou un culte sectaire. Je ricane intérieurement. Je me fais rire des fois. Non, ce qui me chiffonne, c'est plutôt le fait que le chœur se soit subitement tu à mon appel. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Après une vingtaine de minutes, environ le temps durant lequel j'avais marché avant d'entendre le chant de la semaine passée, je m'arrête. Je scrute les bois autour de moi. C'est le matin, les feuilles mortes qui forment un tapis auburn sur le sol de la forêt luisent encore de rosée. Il fait un peu frais, mais ce n'est pas désagréable. Les seuls bruits qui m'entourent sont les piaillements joviaux des oiseaux. Par-delà la cime des arbres, le moutonnement des nuages blancs dérive paresseusement dans le ciel. J'aime bien la nature. Je m'avance en dehors du sentier. Le froissement des feuilles mortes sous mes pieds, l'odeur d'écorce et de sève, l'humidité ambiante, tout cela me met de bonne humeur. Je devrais partir plus souvent en promenade. Finalement, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. J'ai arrêté de chercher le mystérieux cœur d'enfant. D'ailleurs, il n'est sûrement plus là. Je ne fais que me promener sereinement. Je mets un moment à réaliser qu'un autre chant que celui des oiseaux parvient à mes oreilles. Une mélodie lointaine, tenue par un seul soprano. Je me rends compte que je la connais. C'est Lettre à Élise. Je n'avais jamais entendu cette mélodie chanter, mais il faut dire que le résultat est plutôt appréciable. L'envie me prend d'appeler le ou la soliste, qui fait sans doute partie du chœur de la semaine passée. Mais je me retiens. Je change de direction et m'oriente vers la musique. Alors que j'approche, je l'entends plus distinctement. Je m'efforce de rester discret, mais le bruissement de mes pas risque forcément de me trahir. Guidé par la mélodie, je gravis un petit tertre. Arrivé au sommet de celui-ci, je m'arrête. En bas, au fond d'une combe déboisée, se trouve ce que je prends d'abord pour un autel de prière. En fait, il s'agit d'un orgue de bois massif et ciré, au tuyau rutilant. La mélodie provient non pas d'un soliste, mais de l'instrument. Étonné par la présence de cet objet incongru, je m'avance encore un peu. Un grand homme, mince, est assis devant le clavier, et ses doigts fins glissent habilement sur les touches. Il porte un élégant costume noir à queue de pie, et des cheveux gris, soigneusement coiffés, garnissent son chef. D'un coup, la mélodie s'arrête. Seul le silence de la forêt, à présent muette, reste. L'homme se redresse un peu plus sur son siège. Je m'immobilise. À nouveau, j'ai l'affreuse impression de ne pas être à ma place ici. Lentement, l'étrange organiste se lève et me fait face. Il a un vieux visage ridé et tourmenté, mais néanmoins amical, et une barbe du même gris que ses cheveux orne son menton. Il me scrute de ses yeux bleus, puis à ma grande surprise, me sourit, s'approche de moi et me serre chaleureusement la main. « Vous aimez ?» dit-il. « Je vous demande pardon. » Il désigne l'orgue. « Vous aimez la musique ?»« Oui, mais enfin, que fait un orgue dans la forêt ?»« J'ai pensé que ce serait plus calme ici. » répond le vieil homme avec un haussement d'épaule. Puis, il tapote le bois de l'instrument et ajoute « C'est moi qui l'ai construit. Malheureusement, il n'est pas complet. Il me manque quelques notes. » « Comment ça ?» J'ai un peu le vertige. J'ai du mal à comprendre ce que me dit le musicien. « Vous savez, poursuit-il, j'aime bien votre voix. Je pense qu'elle pourrait convenir pour les gammes du bas. » Malgré mon esprit de plus en plus embrumé, je commence à comprendre. Je regarde ma main droite. Une petite goutte de sang perle dans ma pomme. Est-ce que j'aurais été... Non, c'est impossible. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis si fatigué. En levant les yeux, je vois l'homme sortir un petit scalpel de la poche intérieure de son costume. « Oui, » murmure-t-il, « votre voix fera très bien l'affaire. »